Hey, bienvenue dans ce nouveau numéro de Pourquoi Buffy c'est génial. Ouais, salut. On est content. Épisode numéro 56. On est content. C'est bien ça, on est content. 56, c'est complètement fou. Je suis bien évidemment Sartman, spécialiste sartois de Buffy contre les vampires. Je suis accompagné de Riley. Bonsoir. De Clément. Salut. De Big M. Eh bien bonsoir. Et de Fabrice. Incroyable. Génial. Fabrice. On est tous présents en chair et en os en même temps, hein, dans la même pièce, c'est complètement fou. Ah c'est bon. Ouais, je peux même toucher. Ah, je touche Big M avec mon touche-moi. doigt. Avec mon doigt, je le touche-moi. touche. Podcast Non, audio. touche-moi, chef. Il Là, est c'est moi que tu physiquement touches. à côté de moi. C'est magnifique, c'est formidable. Donc Fabrice qui nous accueille Dans ses studios. dans ses studios incroyables. Exactement, l'invité vous invite. Exactement, Et c'est la deuxième fois en Et plus. c'est la deuxième fois et je pense que la boucle va être bouclée Et- avant d'entamer une nouvelle boucle. On était bien reçus la première fois. Et là on est Ouais, super on bien est reçus. super bien reçus. Donc, vous savez quand vous allez passer le week-end chez un ami, généralement il vous file un bout de canapé ou au maximum une chambre d'amis quoi C'est ça. pour vous accueillir. Bah, Fabrice c'est le genre d'agent qui vous offre carrément une maison d'amis. Voilà, on est Bah, c'est Limoges, hein, Voilà. c'est particulier. C'est une vérité vraie. Hein. on prenait la maison les gars, voilà, donc on est dans une maison rien que pour nous, c'est formidable. Que dire, on est en live sur Twitch, c'est ça On est Ryan en live sur Twitch. Pourquoi Buffy Twitch.fr hashtag Pourquoi Buffy Mais non, slash. Slash, oui, pardon, je suis con. Ouais. Et il y a déjà plein de monde sur le chat. Bonsoir le chat. Bonsoir le chat. Bonsoir le chat. Salut à tous. Bienvenue. On a Natef Summers qui est là, Samy. Monsieur Tumiza, Monsieur Tubiza. Zombie Unijambiste. Stanalbon, enfin voilà, Stan Albon. Elodie. plein de Plein de gens gens. incroyables sur ce chat. Kairi, c'est là aussi. Natef Merci Summer. à vous d'être là. Il y a Faye aussi. Colette Cyanure, gros bisous à Colette. Salut. À Colette. Le sommaire, de quoi on va parler Riley ce soir? Alors, on va pas parler de Limoges ce soir, mais on va parler. On va commencer par faire des gros bisous, comme d'habitude. Ah. Et là, on est beaucoup, hein, on est 5, donc il y aura plein de gros bisous. Ensuite, ce sera la rubrique Actu en direct du canapé. Mais oui, j'adore la faire en direct. Ah oui, cette ça rubrique. c'est cool. Ensuite, on passera à l'épisode du jour qui s'appelle Seeing Red ou Rouge Passion en français. Épisode de Super 19 de la saison 6. Ouais. Traduction, Clément, on en parlera après. Oui, voilà. Ok. On en parle après. Donc c'est un épisode très particulier, hein, très dur à regarder quand même. Et c'est toi qui l'as choisi, Fabrice. Explique-nous. Eh bien, si j'ai choisi cet épisode, c'est parce que le précédent où vous étiez venu, c'était Tabula Rasa. Tabula Rasa qui marquait la fin de la relation entre Willow et Tara. Et là, qu'est-ce qui se passe? Oh, génial, cet épisode, il est génial. Pourquoi? Parce que c'est à nouveau la réconciliation entre Willow et Tara. Oh, j'adore ce couple. Oh, j'espère qu'elles vont rester longtemps ensemble. Donc préparez vos mouchoirs hein, ce soir et vos arguments pour défendre aussi l'indéfendable Spike. Oh la vache, ça va être compliqué. Déjà, c'est vrai que ça annonce. Bah ouais, non, mais faut annoncer la couleur. Hein. Donc un épisode riche en émotions et qui sera suivi par la rubrique de l'invité. Oui. Oh. T'as des choses à nous dire? Ah ben, bien sûr, j'ai toujours des choses. Il a toujours Après, des choses à dire. techniquement, c'est nous sommes tes invités. Bon. Une fois de plus. Et ensuite, on terminera avec la rubrique Si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. Donc, ce sont nos recommandations, plus ou moins en rapport avec Buffy. Je vous rappelle le principe du podcast. Nous faisons des commentaires audio d'un épisode de Buffy que nous regardons en direct pour mieux comprendre la série et l'apprécier. À sa juste valeur. Le podcast Wow. est un peu partout sur les internets, mais si jamais il n'est pas sur votre appli de podcast préféré, vous nous dites et on verra si on peut y remédier. Le podcast existe également en vidéo sur YouTube. Vous pouvez aussi nous retrouver chez notre partenaire, l'excellent site Sunnydale Revival, votre site sur l'actualité du Buffyverse. Et je vous rappelle l'adresse de notre blog où il y a tous les liens. Pourquoi Buffy c'est génial, tout attaché sans accent. .wordpress.com. Et sans plus attendre, on va passer à la rubrique qu'on adore tous, la rubrique des gros bisous. Timmy's down the bloody well, and if you make me miss it, I'll do what? Lick me to death? This is a time of celebration, so sit still and be quiet. Is everyone here very stoned? I love you, Xander. I'll never leave you. I'm the one who sleeps with you and feeds you, bathes you. Yeah. I see your and raise you a She bathes you? Donc les gros bisous, Riley, tiens, vous allez On commencer. commence. Est-ce que vous avez des gros bisous? Ben, on commence par les gros bisous iTunes. C'est Excellente des idée. gens merveilleux qui mettent 5 étoiles sur Des iTunes. belles personnes. Super. Les gens êtres qu'on de préfère. lumière. Donc, ben, gros bisous à Fabrice from Limoges. Ah, je sais pas qui c'est. Vavec également, gros bisous. Marie-Amélie qui a découvert Buffy à 59 ans.
Bien. Génial. Il est jamais trop tard. Et exactement, c'est une série qui parle à tout le monde. Gros bisous à Elodie qui nous écoute dans son bain aussi. Oui. Ah Et oui, qui est présente sur le chat Qui est ce soir, présent si sur je le ne chat, me il trompe semble, pas. effectivement. Slayerette Sab également qui n'est pas toujours d'accord avec nous, mais qui trouve, mais qui a trouvé l'un de nos invités très énervant. Voilà pour iTunes, donc c'est pas mal, mais c'est pas assez. Il en faut encore plus. Donc n'hésitez Mais pas oui, si des vous étoiles. avez, si vous n'avez pas encore mis des étoiles sur iTunes, 5 étoiles évidemment, pour soutenir le podcast. J'en profite également pour faire un bisou aux habitués. Donc le Discord, il y a un Discord Pourquoi Buffy c'est génial. Donc c'est une sorte de forum pour ceux qui connaissent pas où ça parle Buffy toute la journée. Hein. Moi, je voulais faire un gros bisou, notamment à Millepattes, une fidèle du Discord qu'on a eu la joie de rencontrer en vrai, dans la vraie vie, à la convention CloudCon. Et donc aussi un énorme bisou à CloudCon, à Rémi et Hugo et tout leur staff, des gros bisous évidemment à tous les super fans aussi qu'on a rencontrés, les fans de Buffy qu'on a rencontrés pendant ce week-end, un super week-end de convention dont on peut parler, on va parler maintenant je crois, ou on en parle... Parlons-en aussi. Si. Oui, la dernière convention, on peut en parler. Il y a deux podcasts qui ont été diffusés et enregistrés pendant cette convention, n'hésitez pas à les écouter, c'est les 2 dernières publications du podcast en date. Tout à fait. Et puis je vous invite aussi à retrouver la vidéo sur le sujet sur bigam-youtube.com. Abonnez-vous. Et moi je voulais vous dire, je sais pas si vous avez suivi, mais Marc Blucas qui était présent, c'est mon meilleur pote. Ouais. Il t'a dit littéralement Thank you Riley, my friend. Exactement. Donc voilà, après le reste j'ai oublié, mais ça c'était vraiment bien. Ouais. C'est le meilleur moment du week-end. Ah, c'était mortel. Et ceux qui ne connaissent pas les conventions Buffy, ok, c'est un budget quand même, mais une fois que tu y es, c'est génial quand même. Ça vaut le coup. Ah, oui, Très bonne Il faut ambiance. venir les 2 jours, vraiment les 2. Et donc on en reparlera pendant la rubrique Actu, mais il y a peut-être moyen de vous rattraper si vous avez loupé cette convention. Tease. Clément, des gros bisous. Moi, Fabrice et à son épouse qui nous ont accueillis et qui nous ont fait un panier. Très bonne remarque. Maggie nous a fait un panier apéro. Génial, j'adore le concept. Un panier Très apéro. attentionné. On peut dire que si vous venez à Limoges et que vous avez besoin d'un Airbnb, vous nous demandez et on vous On vous donne transmettra la bonne adresse. les coordonnées de la guest house de Fabrice et vous serez reçus comme des rois et des reines. Fabrice, justement, est-ce que tu as des gros bisous? Bien sûr, Clément, tu m'as un peu devancé. Je voulais faire quand même un gros bisou à ma femme, effectivement, à Magali. Désolé, d'accord. Qui a accepté. Bon, non, mais qui a accepté, qui nous a quand même pas laissé notre maison. Elle a dit allez dans l'autre, allez là-bas. Voilà. Et j'en profite aussi pour faire quand même un bisou à Élise et à Pauline. Parce que vraiment, elles sont chouchous. Oui, très chouchou. Formidable. Voilà, c'est mes filles d'amour. Et alors, par contre, oui, j'avais un gros bisou quand même à faire à Nico, qui normalement aurait dû nous rejoindre ce soir. Nico, un de nos premiers auditeurs. Exactement, qui habite à Bordeaux. Je te fais des gros bisous. Désolé, c'est trop dommage que t'aies bossé ce week-end. Mais normalement, il aurait dû être là pour commenter cet épisode. Big M, des gros bisous peut-être? Oui, moi je tiens Alors à le faire gars déroule son parchemin, c'est parti. Non, j'en ai qu'un. Par contre, il s'agit d'un gros bisou tout particulier ce soir. Et je fais un gros bisou à mon colibri. Bisous mon colibri. Je crois que c'est un nom de code. Ouais. Est-ce que t'avais d'autres gros bisous, Big M? Non, c'est tout pour ce soir. J'ai tout donné avec ce gros bisou. Ah oui, mais ne donne pas tout, parce que maintenant il va falloir bosser. C'est l'heure de retrouver la rubrique Actu. The world's gonna want to know about Buffy. You had sex with Giles? Does he mention the cheerleaders? Because we were on. Twice? Hey, Jonathan, over here. Quick photo, please. Shot. What's the prophecy? 5 people have died. In a car crash. Murder? What murder? You're not here about the review? God, doesn't anyone write in to praise the cheerleaders? Et oui, la rubrique Actu. Mais avant de te donner la parole, Big Game, on va préciser qu'il y a un bingo ce soir. Comme d'habitude. Qui a été fabriqué avec amour par Kairis et posté sur Twitter et Facebook. Ah, c'est sur Facebook aussi? Ouais, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil et à cocher les cases du bingo. Et il y a des cadeaux, une montagne de cadeaux à gagner. Voilà, une expérience unique et uniquement pour les participants, les auditeurs et auditrices du live. Mon petit Big M, quelle a été l'actu de Buffy durant ces 4 derniers mois? Je crois ça fait 4 mois qu'on n'a pas fait de 3-4 mois. 3-4 mois. Allez, comme d'habitude, j'ai plein de news incroyables à vous donner. En commençant, comme si souvent, sur un petit point acteur, un petit point carrière des acteurs.
Alors je vous en avais parlé lors du dernier numéro, la nouvelle série Wolfpack avec Sarah Michelle Gellar. Rappelons qu'elle est également productrice exécutive sur cette série. Bah ça y est, ça sort, c'est la semaine prochaine, c'est le 26 janvier 2023 et ce sera diffusé donc sur la nouvelle plateforme de streaming Paramount+. Mais alors, on peut te couper dans ta rubrique? Mais bien sûr. Quel est le rôle de Sarah Michelle Gellar? Je te coupe, mais je veux savoir si je peux te couper. Non, mais parce que là, comme c'est en direct, on peut commenter en direct. Oui. Et quel est le rôle de Sarah Michelle Gellar? Bah apparemment. C'est un rôle principal ou pas? C'est un rôle majeur, ça on sait. Majeur. Maintenant, est-ce que c'est un rôle principal? On n'en est pas sûr. En tout cas, son image est beaucoup utilisée pour les affiches promotionnelles de la série. On voit qu'elle dans la bande-annonce. On ne voit que elle. Nous pouvons aussi revoir Michelle Trachtenberg dans la nouvelle saison de Gossip Girl sur HBO Max. On a Amy Acker, quant à elle, elle sera dès le 30 janvier dans The Watchful Eye, une nouvelle série sur la chaîne Freeform, ainsi que sur la plateforme Hulu. Un peu moins Buffy-esque, mais toujours dans le registre série télé et Joss Whedon. Je vous parle un peu de The Nevers. Dans la suite et à notre grand regret désormais officiellement annulé. Quoi d'autre mon petit Big Game? Eh ben un petit point très très rapide sur les produits dérivés, puisque je vais vous parler que d'un seul livre aux éditions Disney Hyperion. Il s'agit d'un prequel sur Tara. Ça doit sortir d'ici le début du mois d'août aux Amériques et le titre c'est The Bewitching Hour, a Tara McClay prequel. Autre chose dont on vous avait parlé il y a relativement peu, la pièce de théâtre à la recherche de Buffy de Rodrigue Pasquale. Et oui, à Lille. Tout à fait. Bah justement, c'est ce que j'allais vous dire. La pièce est donc prévue à Lille au théâtre Solferino du 10 mars au 30 juin 2023. Et vous pouvez réécouter toutes les infos autour de la pièce dans la rubrique Actu du podcast numéro 54. Oui, on avait une interview de l'auteur et metteur en scène de la pièce. Tout à fait. Une petite news plus ou moins de dernière minute, puisque il y a ce qu'on appelle la journée du vampire à Paris le 4 février. C'est une journée qui se fait pour la sortie du livre Vampirologie d'Adrien Party. Et à cette occasion, une petite conférence Buffy aura lieu à 16h50, animée par Fleur Hopkins Loforon. Et Fabien Calavel aussi. Tout à fait, oui, tout à fait, excuse-moi. Est-ce qu'on a d'autres choses, mon petit Big Game? Eh ben oui, comme je disais, je garde le meilleur pour la fin. Donc, petit point convention. Et oui, figurez-vous que CloudsCon prévoit une toute dernière édition qui s'appellera Slay the Vampires 5 One Last Time. Et grande nouvelle, vos podcasteurs préférés seront présents. Et oui, on y sera. J'avoue, c'est pas mal. Mais alors, c'est génial, hein. Est-ce qu'il y aura aussi des comédiens ou des comédiennes de la série, peut-être? En plus de nous. C'est juste nous, en fait. Il y a d'abord nous, mais effectivement, on sait d'ores et déjà que nous y retrouverons Emma Caulfield, Claire Kramer et Juliette Landau. Et c'est prévu comme d'habitude à Paris et ça se déroulera les 14 et 15 octobre 2023. Et c'était tout pour la rubrique Actu de ce numéro. Magnifique, bravo. Je pense qu'on peut l'applaudir, c'est une excellente rubrique. Et puis là on est nombreux, on peut applaudir. Merci. Riley applaudit quand même. Ouais, non, mais parce que moi d'habitude la rubrique de Big Game je vais fumer à ce moment-là, mais là j'étais obligé d'écouter en direct. Hein. Bon. Et maintenant, sans plus attendre, vous le savez, c'est le moment de l'épisode du jour. I'm Cowboy Guy. I am the Dark Lord of Nightmares. Ooh, gang, did you hear that? A bonus day of Class Plus Cordelia, mixing a little rectal surgery, and it's my best day ever. Stop touching my magic bone. What do we do if it doesn't work? Kill us both, Spock. I swear, one of these times you're gonna wake up in a coma. Wake up in a... Oh, never mind. L'épisode du jour, Seeing Red, Rouge Passion en VF. Est-ce qu'on peut parler de ce titre 5 minutes avant de développer? Ouais, alors. Alors si on va quand même dire que c'est un épisode de la saison 6, l'épisode 19. L'épisode 19 de la saison 6 et qu'il a été diffusé pour la première fois le 7 mai 2002. Riley, vous avez des choses à me dire sur ce titre étrange, Seeing Red? Non, je voulais qu'on parle juste de la signification du titre VO, Seeing Red, donc voir rouge. C'est une expression qui marche aussi en français, on est d'accord? Oui, bah oui. Et c'était par rapport, est-ce que c'est par rapport au dernier plan de l'épisode? Bon, on va trop vite, mais dernier plan d'épisode avec Willow qui a les yeux rouges.
Après, Et voir rouge aussi par rapport à la scène de la salle de bain. alors, C'est ça, c'est se mettre dans un état de fureur, Fureur, parce qui que le dépasse Spike, ce qu'on est en temps normal. Du coup, la traduction en français, donc, qui est rouge passion. Et donc Spike parle de la passion dans la salle de bain. Je sais pas si vous vous rappelez forcément. bien sûr. Mais je sais pas si vous avez... Alors du coup, est-ce que vous avez traduction? Regarde la couleur des draps de Willow et Tara au départ. Ah, bien vu. Ce satin rouge, c'est la passion. La passion, l'amour. C'est la passion. Ça annonce plein de choses. Moi, je suis désolé. On doit savoir ce qui va se passer. C'est trop louche pendant tout l'épisode. Trop d'amour. On a été habitué à ce qu'on nous casse les... J'aime beaucoup ce titre en fait. Exactement, mais c'est très bien. Et même en français, Rouge Passion, moi je trouve qu'il est bien trouvé. Non, il est très bien. Et l'acteur Timusa a dit que en VF ça passe, effectivement, ouais. Mais avant de parler de féminicide, on parlait de crime passionnel. Oui, donc, voilà. Mais effectivement, c'est ambigu parce que maintenant il faut arrêter de comparer ça à de la passion et de l'amour, justement, dans ces crimes et dans ces violences. Juste pour finir sur le titre, c'est un des épisodes, un des titres dont on se rappelle. Quand on te dit, quand la scène de la salle de bain, donc, ah oui, c'est Ingrid. Les gens savent de quel épisode on parle quand tu cites ce titre, alors qu'il y a plein d'épisodes que les gens ont oubliés, genre Entropie tout à l'heure. Surtout en saison 6, qui est une saison ultra feuilletonnante. Oui, effectivement. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Parfois, on sait jamais dans quel épisode c'était. Ouais. Là, c'est très très marqué. C'est un épisode très marquant, très choquant. Et on va en parler. Il a été écrit par Steven Knight et réalisé par Michael Gershman. Est-ce qu'on a des choses à dire sur ces gens? Steven D. Knight en a évidemment déjà parlé, je crois qu'on a peut-être fait le tour de tous les scénaristes presque. Et là il est au début de sa carrière de scénariste quand il arrive sur Buffy, donc en saison 5 il avait déjà écrit Blood Ties, donc La Clé en VF, et Spiral aussi. Et après il était connu en tant que showrunner avec Drew Goddard sur Daredevil sur Netflix. Et réalisé par Michael Gershman, on en a aussi déjà parlé, c'est un réalisateur très expérimental, il a fait une dizaine d'épisodes de Buffy à partir de la saison 2. Est-ce qu'on aurait un petit pitch, Riley? Ah, ok. Comment ça Clément, vous avez préparé un pitch peut-être? Je sais pas, Riley il est en petite forme. C'est toujours Riley qui a un pitch. Non, j'ai pas fait de pitch. Comment ça t'as pas fait de pitch? Mais... non. Ça va pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez pas vu toute la journée là? Je faisais la gueule et tout. Oui, on t'a trouvé bizarre quand même. Vous avez vu? Ouais, c'est vrai. Bah, c'est parce que Scooby Gang ça va pas, et quand Scooby Gang ça va pas, moi je vais pas bien, quoi. Ah mais attends, mais tu dis ça va pas, mais il se passe plein de trucs cool là. Non, mais attends, tu rigoles, il y a Xander, il est largué par Anya, enfin Xander largue Anya, pardon, le jour du mariage. C'est moche quand même. Ouais, c'est vrai. Spike qui couche avec Anya, vous vous rappelez de ça? Ah merde. Dans Magic Box. La boulette, c'est une petite boulette. Détends-toi, il y a des trucs vachement cool quand même. Allez. Tara et Willow, elles vont se retrouver. Ah ouais, c'est vrai, Tara et Willow qui se réunissent, c'est cool. Ouais, qui se retrouvent, c'est mignon. Sauf qu'il y a. Enfin, non, rien. Comment ça? Il y a quoi? Non, mais faut pas lui dire. Il faut pas lui dire. Non, mais de quoi? De quoi? Me dire quoi? On te préserve. Le mieux, c'est qu'on le regarde peut-être. Tout le temps le mal. On regarde l'épisode. Peut-être le mieux, c'est qu'on le regarde. J'ai peur d'être bonne idée. Pas bien du tout après. Eh ben, on boira une petite bière. Bon, en tout cas, j'espère que les gens ont compris le pitch. Ouais, j'espère aussi, parce que là, on a tout donné, question direction d'acteur. Par contre, je vais faire un trigger warning, comme on dit, dans cet épisode. Donc, si vous n'êtes pas au courant, c'est un épisode qui va parler d'agression sexuelle, de meurtre aussi. Enfin, il va parler de plein de choses horribles dont on va nous beaucoup parler, qu'on va analyser. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec ces sujets ou si ces sujets peuvent vous faire du mal, n'écoutez pas. C'est un épisode dur à regarder quand même. C'est un épisode déjà très dur à regarder, et je cache pas que ça va être un peu dur aussi à analyser, à commenter. Et on va essayer de le faire le mieux possible. Oui, il y a aussi ce truc là que je voulais dire, c'est que nous on est habitué à faire un peu des blagues, à prendre un peu tout à la rigolade. Effectivement, là c'est un épisode extrêmement particulier parce que on y reviendra en détail, mais Buffy se caractérise par une approche des vraies choses, par de la métaphore, par du fantastique. Et là, on a cette scène qui n'est absolument pas fantastique, absolument pas métaphorique, et c'est sûrement pour ça que c'est compliqué à aborder. Mais on va essayer de le faire, on va essayer quand c'est possible de faire des blagues. Voilà. Mais voilà, on vous cache pas que ça sera sûrement un épisode particulier. Est-ce que Fabrice, je me tourne vers toi, tu es notre technicien de l'image ce soir. Comment on est au niveau de l'image? J'attends le taupe. Chez vous, munissez-vous il va dire tout. De votre télécommande, de votre souris, il va dire enfin, en gros de votre épisode Sing Raid de Buffy contre les vampires. Nous allons lancer
l'épisode dans 3, 2, 1. Taupe, c'est parti. Techniquement, ça va, dimanche. Top, c'est parti. Ça commence avec un previously en gros sur tous les mauvais choix sentimentaux de Buffy, Spike, de Xander et des autres durant cette saison 6, avec pour contrebalancer tout ça Willow et Tara qui elles se réconcilient à la fin de l'épisode précédent pour montrer que voilà, c'est leur couple est plus fort que les autres, le seul couple capable de surmonter la bouche de l'enfer. Enfin c'est ce qu'on se dit pendant tout l'épisode, enfin pendant une bonne partie de l'épisode. Arrête, non, tu vas nous faire encore pleurer, certains. Bon là oui, le previously donc c'est tout ce qu'on disait dans le pitch, hein. Ça va très mal pour le Scooby. Ça va, ouais, sentimentalement. Ouais, sentimentalement, mais même, enfin, ils se détestent. Ce qui s'est passé entre Anya et Xander qui a fait un peu de mal à tous. Voilà, mais voilà, heureusement, on a Tara et Willow, quoi. Ça c'est bien. On est content. Ça c'est bien. Hein, messieurs, mais bien sûr, moi j'adore cette lueur d'espoir. C'est tellement bien que ça va commencer là-dessus d'ailleurs. C'est un moment, et comme tu dis, lueur d'espoir. On s'est dit, dans tout ce marasme. Depuis le début de la saison, c'est quand même la saison de la loose. Là, franchement, regardez par quoi on commence. On rappelle que cette saison 6, dans cette saison 6, le Big Bad, c'est la vie. C'est la vie elle-même. Et on va y revenir, la réalité, la vraie vie qui fait du mal aux gens. Avec un plan magnifique en plongée au-dessus de la chambre. Hein. On voit tous les vêtements qui laissent supposer que la nuit était longue. Les fameux draps rouges. Draps rouges de satin. Et que des bonnes nouvelles hein, dans ce début de séquence. Tara et Willow sont à poil. Hein. Ça, c'est toujours une bonne nouvelle d'être sans vêtements. Deuxième bonne nouvelle, elles ont fait du sexe toute la nuit. Ça, c'est génial aussi. Hein. C'est une bonne nouvelle. Et elles l'ont fait aussi sans magie, ça c'est précisé, en utilisant uniquement ce bon vieux corps humain hein, que, comme tout le monde le sait, hein, est capable. Ce qui a rendu la chose encore plus magique au final. Bah voilà, c'est que rien ne sert d'utiliser des substances ou des sorts ou des choses. Parfois le corps humain fait très très bien le job et peut procurer des plaisirs assez fous. Bah, après il y a des baguettes magiques aussi. Enfin voilà. Enfin, ce sont des sorcières. Enfin, ce sont des sorcières. Voilà. En tout cas, note très joyeuse pour commencer l'épisode. Bah, oui. Et c'est fait exprès en fait. Rinomo dans le chat nous précise que l'épisode commence exactement là où il va se terminer, au même endroit de la chambre, mais dans un contexte qui aura radicalement changé. C'est bien vu ça, Rinomo. Et puis après, donc ça discute beaucoup entre Willow et Tara. Ça se livre à des confidences sur l'oreiller. Vous savez, quand on a échanger un moment extrêmement intime avec quelqu'un, on peut se permettre de lâcher des gros secrets. C'est ce que fait Tara. Est-ce que Big Game hier soir t'as dormi quoi chez moi? Bah, tu m'as dit plein de trucs. Bah oui. J'ai pas dormi avec... Ah si, j'ai dormi chez toi. Ah oui. Mais pas avec toi. Tu m'as dit plein de trucs en tout cas. Mais où j'ai dormi moi. Et Willow va découvrir que Buffy et voilà, elle découvre à l'instant là que Buffy et Spike ont eu une relation. Elle est choquée. Hein. Oh là là, Willow est choquée. Ah le regard. Ouais, mais elle fait sa petite trogne trop mignonne. En fait, est-ce qu'elle est plus gênée de découvrir ça après Tara finalement peut-être non, je crois pas. Non, elle est vraiment. Parce que elle est interrogative. Buffy. Ouais. Là, franchement, elle se demande mais pourquoi et pourquoi elle m'en a pas parlé. Tu vois, pourquoi elle a caché quelque chose. Exactement. Ouais, non, je suis pas sûr. Elle vient de le dire. Si, justement, elle comprend pas. Ah mais un peu comme la saison 4, ils étaient un peu tous éclatés là, le Scooby Gang, chacun dans leur coin. Ouais, depuis le départ en fait, Whedon il s'amuse aussi à briser le Scooby Gang, à les reformer, avec des nouvelles personnes en plus qui se greffent. We've been kind of busy. Maybe we didn't hear her come home. Et non mais alors Willow est choquée, mais comme c'est une super pote, elle réalise malgré tout l'effort surhumain d'enfiler des vêtements, hein, c'est pas facile, hein, et tente d'aller parler à Buffy. Mais c'est sur Dawn qu'elle tombe. Ensuite Tara va débarquer et Dawn est super contente de voir ces deux tatas qui ont passé la nuit ensemble. Et pardon si je casse l'ambiance, mais ce début d'épisode est sûrement très très mignon, hein, ça y a pas de doute, mais c'est pas la Buffy, c'est pas le Buffy qu'on connaît. C'est pas la série qu'on connaît. C'est le Buffy saison 6, non? Pardon, mais toutes les infos sont données par les dialogues, rien d'intéressant dans la mise en scène, une réalisation un peu molle. Michael Hirschman. L'écriture est beaucoup plus paresseuse qu'à l'accoutumée. Enfin, dans Buffy, on parle toujours des différents niveaux de lecture d'une scène. Ici, il y en a clairement qu'un seul. Je suis assez déçu de ce début d'épisode. À part l'exception faite du premier plan, là on est un peu dans un vulgaire soap, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vulgaire assez, quand même pas, mais c'est assez plan-plan, c'est assez mou quoi. Mais le problème c'est que ça va un peu traîner sur pas mal de scènes dans cet épisode quand même. Il y aura plein de moments un peu comme ça quoi.
C'est ça. Ouais. Moi je trouve que c'est récurrent la saison 6 en fait. Ouais, mais regarde, Dawn, elle est super contente. Elle est. Voilà. Et là, ça change tout. La priorité au direct. Buffy défonce la porte, on est de nouveau dans la bonne série. Là, on revient aux fondamentaux. Défonçage de porte. J'adore les portes. L'entrée en matière. Pour que Buffy entre en matière, c'est formidable. En plus, elle fait des blagues en disant qu'elle veut avoir une conversation rapide avec les nerds. Parce qu'elle vient d'entrer dans leur QG, là, pour ceux qui savent pas. Et ça sera une conversation rapide parce qu'elle doit aussi leur coller des tartes, donc ça c'est très drôle. Petit détail de déco rigolo, hein, elle croise une figurine qui montre comment les nerds envisagent une super héroïne vampire. Et ben il l'envisage dénudée, hein, parce que la figurine en question c'est celle de Vampirella, c'est une héroïne de comics américain. Ouais, qui tue des vampires, mais qui est elle-même vampire et tout ça en sous-vêtements. Donc voilà, là tout de suite on retrouve notre série avec plusieurs infos dans les plans, plusieurs niveaux, c'est trop bien. Too Late, ils nous ont fait un truc à la méchant de James Bond, tu sens. Ouais, Last Action Hero. Et là des scies circulaires géants qui attaque Buffy. Ce n'est pas sans nous rappeler les Indiana Jones et la dernière croisade, hein. Buffy les évite le piège et passe donc le test. Seul le pénitent pourra le passer, bien sûr. Voilà, Indy qui s'agenouille devant les dieux pour faire des pirouettes, puis passer le test. Non mais super idée. Mon Dieu, génial. Et Buffy elle a récupéré sa veste rouge. Ouais. Elle veut carrément. Vous allez payer pour ça. Ouais. Parce que voilà, et la veste c'est pire que tout quoi. Ben voilà, c'est ça qui est génial. On retrouve la vraie Buffy quoi. Elle a frôlé la mort, mais bon, ce qui l'embête le plus, c'est d'avoir déchiré ses fringues et c'est ça qui va lui faire se. Et là, on a un générique tout à fait unique maintenant. Puisque on peut y voir Amber Benson pour la toute première fois et du coup pour la seule fois. Alors à la fois c'est un. Comment ça la seule fois? Pourquoi? Je veux pas trop spoiler ce qui va se passer, mais voilà. Je veux dire c'est un indice qui présage quelque chose. On la met dans le générique pour ensuite. Ouais, d'accord. Ouais, voilà. Mais en même temps c'est aussi peut-être pour nous mettre mettre sur la mauvaise voie parce que c'est pour nous dire maintenant elle est. Et c'est ce que va faire tout l'épisode en fait. C'est un peu exactement. C'est hyper efficace. Et c'est ce que Whedon avait voulu faire dès le premier épisode de la série avec le personnage d'Eric Balfour, hein, de Jesse, rappelez-vous, dans le tout premier épisode. Whedon voulait que Eric Balfour soit présent dans le générique début pour que sa mort dans l'épisode 2 soit encore plus choquante. Il n'a pas pu le faire pour des raisons économiques. Là en saison 6 c'est la fête, on a du fric et il peut se permettre de faire ce petit je sais pas, cette petite pirouette, ce petit twist dans les crédits et cette petite torture aussi peut-être avec les fans qui se disent enfin elle est dans le Scooby vraiment quoi. Tara intègre pleinement la série. Et c'est l'épisode où elle va quitter la série justement, c'est assez horrible. Là donc on est dans le salon de Buffy et de sa famille, enfin de sa sœur et de ses copines. Il y a le cadre de Joyce à gauche là. Voilà, dans le plan des deux sœurs Summers, il y a aussi leur maman qui est là et dans le contre-champ, donc elles sont assises un peu tristes en train de travailler. Et dans le contre-champ, on a Tara et Willow complètement elles debout, enjouées, elles vivent leur amour pleinement, elles sont super épanouies, elles brillent, elles sont magnifiques. Ouais. Et dans le voilà. Elles sont filmées de cette façon d'ailleurs. Voilà. Elles sont filmées en contre-plongée et alors que Buffy et sa sœur, elle c'est plutôt en plongée, écrasée dans le canapé. Une vraie différence avec les femmes Summers qui elles galèrent un peu en amour. C'est une tradition chez les femmes Summers. Et voilà, et dès que par contre Tara et Willow doivent passer aux choses sérieuses, doivent passer en mode recherche, elle s'agenouille et intègre la table basse pour se mettre au niveau des deux filles. Voilà, on change d'ambiance, on n'est plus sur le youpi, tout va bien, c'est l'amour, c'est la fête. On est sur l'enquête. Transition sur Anya, hein, elles se mettent à parler d'Anya et hop, on se retrouve avec Anya dans un bar qui a repris son taf. Et oui, c'est une scène super marrante, hein. De démon. Comme pour Buffy, ça on l'a souvent dit dans le podcast, la vie privée d'Anya va interférer avec ses activités occultes. Hein. C'est quelque chose qui se passe souvent pour Buffy, mais là ça va se passer pour Anya. Elle doit jouer à nouveau le démon de la vengeance. Hein. Elle doit recueillir les plaintes d'une femme trompée, mais elle ne peut s'empêcher de trouver des excuses au mari infidèle de la personne. C'est une certaine Christine. Elle vient, en plus elle-même elle vient de fauter, enfin elle n'a pas fauté, mais elle a aucune mauvaise conscience.
d'avoir fait ce qu'elle a fait avec Spike, et du coup elle trouve des excuses au gars, au mari volage de la jeune femme. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle écoute pas du tout, la personne qui est censée être sa victime, quoi, et qui fait I wish et qui se fait couper la parole. Et c'est ça. C'est génial. On se rappelle d'un épisode où elle était déjà démon et où elle attendait qu'une chose, c'est que la personne dise I wish something pour créer ce souhait. Et là, la nana plusieurs moments va tenter de dire ça, mais va se faire couper la parole par Anya, qui est trop engluée dans ses problèmes à elle pour exercer son activité professionnelle entre guillemets correctement. J'ai envie que la chair de Carl, et elle se fait couper la parole. On voit pas parce qu'elle a l'air vraiment horrible, cette fille là. Elle déteste vraiment Carl. Anya a changé de coupe de cheveux, hein, voilà, pour faire un nouveau départ dans sa vie, changer, mais bon bah ça marche pas, elle reste malgré ça prise avec ses anciens démons et ses anciens problèmes. Et justement, sur la transition d'avant, on nous fait croire pendant une brève seconde qu'on a un plan sur Anya, mais en fait c'est la fameuse Christine, parce qu'elle a la même coiffure que Anya avait juste avant. Oui, on imagine qu'Anya est en train de pleurer c'est ça. Christine, tout à fait. Wow. These things are tougher than I thought. You know, one jolt from this should have dropped an elephant. You want a piece of this, huh? Yeah. Not so tough, are you now? Tough and stuff. Hey! We need them fresh, all right? Not smokehouse. I'm done being the bait. Next time one of you can wiggle on the hook. Et là, rien à voir, on est dans la grotte, avec le trio des nerds. Ils ont chopé un gros démon là. Voilà, ils ont. On sait dans un décor un peu. Série B, ça fait un peu. On passe un peu du coq à l'âne, hein. Bon. Voilà. Bah, ça vient comme ça, quoi. On sait pas il faut bien que ça avance de leur côté aussi. Il y a même des ombres de perche, c'est pas ouf. Surtout que ça va être la fin du trio aussi dans cet épisode, hein, quasiment. Donc. Et voilà, pareil, du coq à l'âne, on arrive sur Spike. Spike qui est. Il se boit un petit verre. Et qui picole, voilà. Dawn vient le voir. Et c'est Spike non plus n'est pas au top. Bah je l'ai dit, Spike Cooney ça va pas du tout. Et c'est très bien cette scène parce que donc on a déjà vu la relation Dawn Spike et là elle vient défendre sa sœur et en même temps lui montrer qu'elle l'apprécie parce que sinon elle serait pas venue lui parler. Ouais. J'aime beaucoup cette scène, non ? Ouais, mais à côté de ça, on voit que Dawn elle se trompe sur Spike parce qu'elle pense que en lui parlant elle va pouvoir lui faire changer d'avis, sauf que il va se planter carrément. Enfin, c'est même pas qu'il va se planter, c'est que sa vraie nature va se révéler d'autant plus suite à l'intervention de Dawn. Non, c'est pas suite à l'intervention de Dawn. C'est un élément déclencheur pour qu'elle aille chez Buffy. Ouais, mais je pense. Ouais, franchement. Non, parce qu'elle finit par lui dire tu l'as fait du mal et tout. Ouais, mais je suis désolé, Dawn, c'est Buffy. Enfin, elle est présentée un peu comme ça. Sauf que Dawn n'a jamais vu le vrai visage de Spike. C'est vrai que le Dawn, Spike gentil. Voilà, pour Dawn, Spike est quelqu'un de gentil. Pour Dawn, Spike n'est pas un monstre. Non, mais oui, ouais, ok, je suis d'accord. Sauf que elle se plante, Dawn, comme Buffy s'est plantée pendant très longtemps. Enfin, moi, c'est mon avis, quoi. Mais après, je me plante peut-être aussi. Hein. Mais voilà, évidemment, ça commence sur le chat à défendre Spike. Et non, mais attendez. Bon, voilà, on débattra de ça après, mais oui, nous, on est team Spike et démoniaque. Hein, c'est un vampire, désolé. Ça l'empêche pas d'être cool de temps en temps, cool, d'être drôle et tout. Mais et dans cet épisode, c'est tout le but de cet épisode. Montrer, rappeler aux spectateurs et à Buffy et à tous les personnages, à tous les gens qui regardent la série, rappeler que c'est pas Angel. Voilà, que Spike est un vampire sans âme, un vampire donc qui fait des choses horribles. Et voilà, ça avait été oublié dans les derniers épisodes parce qu'il faisait aussi plein de super belles choses. Mais non, Spike est dangereux. Voilà, il faut le rappeler. C'est ce que, effectivement, t'avais raison, Dawn ne peut pas le comprendre. C'est terrible. Oh, right, because Big Sis was treating me so well up until that point. Et effectivement, ça part sur le chat. Le chat est en feu. Je me doutais qu'il y a du fan de Spike. Les gens seraient pas d'accord avec nous, mais c'est pardon, mais c'est exactement ce que dit l'épisode. Je sais pas s'ils sont pas d'accord, mais là on prend pas position. On vous dit vraiment ce que nous les infos que nous donne l'épisode, quoi. C'est vraiment pas une. Et puis, après, de toute façon, la scène va clouer le cercueil, quoi. La scène va parler d'elle-même, hein, malheureusement. Et là, on arrive à la fin de la dernière séquence de l'acte 1. Là, c'est filmé n'importe comment. La règle des 180 est violée. On saigne des yeux tellement c'est vilain. Manifestement, ils avaient qu'un seul costume d'alien, de démon, pardon.
Non, mais c'est vraiment très très mal filmé. Alors par contre, il va y avoir des idées phénoménales. Une histoire de boule. Voilà, je tease un petit peu. Il va y avoir un accessoire qui va entrer en scène. Des boules de cristal qui vont être formidables. Je vous dis que ça va être génial. Ça ressemble beaucoup à du latex, ce costume quand même, à moins que ce soit de la vraie peau de démon. Je me demande combien de temps il a fait pour creuser la tête, là, pour pouvoir se mettre dedans et pour creuser tout le corps. On nous a montré un couteau tout à l'heure, voilà, on a compris. Mais cette scène, c'est n'importe quoi, c'est filmé n'importe comment. Ouais, mais ça va avec. L'effet, il est pourri, ça le costume. Ça va avec ce trio. Franchement, c'est le même couloir filmé dans le même sens en fait. Ils nous font croire que c'est dans deux sens différents, mais c'est le même quoi. Et là, on voit encore une fois la vraie nature de Warren qui a vachement pris la confiance, mais c'est bien que le trio évolue dans cet épisode parce que je commence à en avoir marre aussi en fait, non. Non, mais à ce moment-là, la série là, il balance son pote à travers le portail là. Ouais, non, Warren, sans scrupule. Dans cet épisode, c'est clairement le plus gros connard de tous. Même si on se doutait avant qu'il manipulait tout le monde, mais là. Ouais, mais quand on repense au Warren de la toute première fois, on le voit dans la saison 5 là, avec l'épisode avec April, le robot. C'est pas du tout le même gars. Il a évolué dans ce sens-là. Oui, il avait quand même un beau potentiel. De méchant. Connarditude. Ouais, voilà. Bah là, il va prendre l'ampleur de. Et voilà, c'est testicules magiques. Les boules. Ah pardon, c'est pas des testicules. Ce sont les orbes de Nezlacan. Voilà, mais ce sont clairement une image, une allusion aux testicules d'un homme, d'un masculiniste comme les... Warren. Il est plus fort du coup. Voilà, Warren c'est le masculiniste par excellence, qui pense que sa virilité est sa seule force, qu'il doit être au-dessus des femmes, qu'il doit mal les traiter, juste seulement parce qu'il a des testicules. Voilà, et donc c'est très drôle cet accessoire. Puis Warren est écrit comme ça de toute façon. Il n'arrête pas d'en faire des caisses sur ça. Des couilles de verre. Et finalement on l'a la métaphore là dans ce. Là, elle est pas du tout subtile, mais elle est très très drôle du coup. Ouais. Et voilà. Et en plus c'est donc on l'a pas dit, mais ce sont des couilles de verre qui lui apportent une force surhumaine. Quoi. Voilà, c'est exactement ce que pensent la virilité. Les masculins. Quoi, c'est mes couilles me font de moi une personne plus importante et plus forte que vous. C'est formidable. Donc entre temps il y a eu une coupure pub, on arrive au début de l'acte 2. Coupure pub bizarrement placée, pourquoi ils l'ont pas placé après qu'il tue le monstre, moi je trouve. Parce que on voit juste qu'il est fort, mais on sait pas si ça marche. Mais là on voit qu'il devient une nouvelle menace parce qu'il a ses couilles. Mais à la fin de l'acte 1 on est censé voir la menace. Alors, on a vu que ça lui avait donné une force surhumaine. Sait pas si ça marche. Bah non, on a juste vu de la lumière autour de lui. On a vu. Je trouve la coupure bizarrement placée. Xander toujours en pleine dépression. On peut le voir par rapport au bordel qu'il y a sur sa table. Il boit. Mange, clairement il boit. Et puis il mange aussi tout et n'importe quoi. C'est ce que les gens ils font quand ils sont déprimés, ils ouvrent leur frigo, ils prennent ce qu'il y a et. Bah lui c'est de l'alcool. Effectivement, dans la déco, c'est pas la première fois. Dans la déco, on voit qu'il a éclusé un maximum. Il y a même une réplique qui a été coupée au montage qui en rajoutait sur ce thème. Il dit Général Cyrose a été saisi du contrôle par le. Il a rajouté, c'était souligné. Il y avait des blagues sur la cirrhose et le foie et boire beaucoup d'alcool. All those times I told Spike to get lost. That he didn't have a chance with a girl like you. You don't know how hard. Il va avoir des propos pas cool parce qu'en gros il reproche à Buffy, ça c'est un peu merdique, de ne pas lui avoir. Il reproche à son amie Buffy de ne pas lui avoir dit qu'elle couchait avec Spike. Bon, en gros. Bah lui répond très bien, il a dit je fais ce que je veux. Elle fait ce qu'elle veut. Il est blessé dans son ego parce que comme d'habitude, il a jamais vraiment lâché prise par rapport à Buffy. Mais bon, ça c'est complètement minable. Par contre, il va faire preuve d'intelligence. Il va dire à Buffy que lui, I never forgot what he really is, en parlant de Spike. Il a jamais oublié ce qu'il est vraiment, Spike. Et ça c'est intéressant parce qu'effectivement, je vous le dis, je vous le répète, cet épisode est là pour nous rappeler qui est vraiment Spike. Spike, c'est un monstre horrible qui fait des choses monstrueuses. Et effectivement, Xander le rappelle à Buffy. Buffy l'avait peut-être un petit peu oublié, on sait pas trop. Elle a tellement marqué que Buffy va le redire après à Spike. Voilà. Donc c'est à ça que c'est. Alors lui, il le dit avec une sorte un arrière-goût mauvais, quoi. Il l'a mauvais. Il déteste Spike. En plus, Spike vient de se taper son ex, donc voilà. Il le dit pour de mauvaises raisons, mais c'est vrai ce qu'il dit. Et voilà, pour rappel, c'est le but de cet épisode, montrer le côté démoniaque de Spike. Et c'est souvent le rôle de Xander aussi de dire les faits, de dire les choses comme elles sont, les bonnes choses, mais de la mauvaise manière.
Le fond est bon, mais le fond est bon, mais la forme. Ah, c'est une super description de Xander. Et Cordelia aussi faisait ça un petit peu à l'époque. Il a peut-être. Non, Cordelia c'était plus direct quoi, plutôt nonchalant quoi. Je te dis la vérité, alors que là il a quand même conscience. Moi j'aime pas du tout cette scène aussi où il y a la musique là, Alexander qui bade dans la rue là. C'est très soap. Ouais, mais il va aller regarder la vitrine de Magic Box. Pour revenir sur la scène précédente quand même, moi ce que je trouve cool, c'est que au moins ça montre que ils se disent les choses en tant qu'amis, même les choses qui vont pas, ils essayent de se le dire de manière merdique, mais au moins ils se le disent. Ça c'est cool. Je trouve que se le disent c'est vrai. Mais on reste sur un désaccord entre les deux amis. Ça reste un désaccord, mais au moins c'est que comme ça que tu peux avancer. Mais qui sera débloqué surtout par la dernière scène à la fin. Mais ouais, là on reste sur des amis qui sont vraiment campés sur leur position, qui n'ont pas les mêmes positions et qui sont pas d'accord. Moi je vais te faire une petite priorité sur le direct parce que je suis pas convaincu que le ménage de Dania soit très efficace là avec son. C'était important de. Effectivement, ouais. Ouais, le clip de la déprime là où on écoutait Displaced même on dirait, de Azure Ray, une chanson parfaitement choisie pour la déprime parce que ça déprime un maximum. Elle répète dans la chanson que rien ne survit. Voilà, on voit que l'histoire d'amour Xander et Anya est définitivement morte. Ils sont incapables de se parler l'un l'autre, même de se parler. Ils sont incapables. Ils peuvent se regarder vaguement, mais ça ne marche plus. Quelque chose est brisé. Ah complètement. Parce que oui, rappelons que Xander a fait un truc vraiment horrible à Anya il y a quelques épisodes. Pendant ce temps-là, dans la chambre de Willow et Tara, les meufs sont toujours à poil, donc on sait qu'elle a rebaisé. Une grosse journée, hein. C'est ça. Mais c'est génial, voilà, ce couple est formidable. On se dit voilà, tout n'est pas perdu. Et en même temps, elles font des recherches, elles apprennent des choses. Enfin voilà, elles sont formidables ces deux nanas. Ça donne envie de devenir lesbienne dans cet épisode. Oui, attends, mais elles ont l'air incroyables. Elles sont tellement heureuses par rapport aux autres qui galèrent. Elles ont changé de chambre, hein. C'est la chambre universitaire, vous avez noté, hein. C'est plus la chambre. C'est vrai. Elles ont changé de lieu. Oui. Elles essayent partout. Elles sont proactives. Voilà. Hein. Et pendant ce temps, Xander, lui, continue sa déprime dans un bar. Un peu comme Anya tout à l'heure, finalement. Exactement. Oui, t'as exactement raison. C'est une scène un peu miroir. Alors lui, il essaye pas de travailler, mais il se fait draguer par une nana. Et au lieu de répondre favorablement aux avances de la nana, il se plaint. Pareil, il se plaint sur lui-même. Il ressasse des vieux trucs de l'histoire de son ex. Pareil, il est encore rongé par ses démons et son vécu récent qui l'empêche d'avancer. C'est très intéressant. L'histoire reprend direct, et contrairement à la scène avec Anya tout à l'heure, là on voit le trio débarquer. Ah ouais, les super mascus avec les couilles de cristal. On se doute que ça va mal se passer dans. Passage rapide au cimetière, Buffy va se faire casser le dos là. Ça c'est un peu. Pas sûr que ce soit Buffy ça. Hein. Oui non mais hop, Buffy casse une pierre tombale, elle a mal au dos. C'est pour vraiment préparer finalement. La scène dure 15 secondes, c'est un peu nul. Elle est là uniquement pour justifier le fait que Buffy soit mal en point, soit blessée. Et là, voilà. Commence. Alors là, on arrive au voilà. Et point critique. À la scène en plongée direct. La scène de la salle de bain. Donc, caméra de surveillance. C'est connu par tous les fans. Je suis mal rien que d'y penser. La scène horrible de cet épisode. Vous avez vu ce plan zénithal là en mode caméra de surveillance dès le début qui nous annonce la couleur. On met le spectateur en mode réel. Vous allez voir quelque chose qui pourrait arriver comme quelque chose qui pourrait être capté par une caméra de surveillance. Vous voyez, c'est exactement ça que veut dire ce plan. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a aucune métaphore dans cette scène, alors que Buffy est une série fantastique normalement. Là, on est dans le réel total. Buffy, donc déjà en peignoir dans une salle de bain, en position assez vulnérable, dit plusieurs fois à Spike qu'il doit partir. Elle lui dit get out, elle lui dit now leave. Donc voilà, tout est fait aussi pour montrer que Spike n'a aucune excuse par rapport à ce qui va se passer. Buffy lui dit très clairement qu'il doit sortir, il va pas le faire. Il est très clairement un prédateur, un agresseur dans cette scène. Il n'y a aucun doute possible. Et voilà, c'est pas une histoire d'avis ou de position, c'est très clairement ce qu'on nous dit. Elle lui dit I could never trust you enough for it to be love. Et là, on repense aux mots de Xander, qui ont peut-être fait leur chemin dans la tête de Buffy. Voilà, ça a peut-être changé son avis. Elle a peut-être réussi à verbaliser ce qu'elle pensait de Spike. Rappelons que dans leur histoire compliquée, toxique un peu, qui est leur histoire de. Elle n'a jamais eu. Elle n'a jamais réussi à
à s'abandonner complètement à cette histoire, à s'engager complètement dans cette histoire. Et puis à toujours cacher à ses amis, par exemple. Voilà, mais sans dire pourquoi elle ne pouvait pas être vraiment en couple. Et là, oh là, parce que c'est un monstre. Elle sentait qu'il y avait un truc qui allait pas. Ouais. Voilà, là c'est pas bien. Donc là, et au moment où du désaccord, c'est au moment où du désaccord entre Buffy et Spike justement sur l'amour que le style en plus de réalisation change. On était sur des plans posés et on est passé à des plans caméra à l'épaule qui bougent, très chaotiques. Voilà. Fin de l'acte 2 là-dessus. Une nouvelle fois pour renforcer cette impression du réel, cette séquence prise sur le vif. Et c'est assez insoutenable ce qui se passe. C'est donc Buffy se fait agresser quoi. Il y a pas d'histoire de super force de Buffy, il y a rien et tout. Enfin, Buffy c'est la tueuse, elle pourrait le dégager hein, mais il y a pas parce que on veut que ce soit réaliste. Enfin les auteurs. Elle finit par le dégager. Mais la scène finit comme ça parce que tu t'y attends, mais elle le fait pas avant. Enfin. Ouais. Et voilà, ça donc renforce le valdingue du truc. Quoi. Ouais, le valdingue que fait Spike à travers la pièce semble lui remettre les idées en place, mais c'est beaucoup trop tard. Le mal est fait. Ouais. Buffy lui rappelle qu'elle ne peut l'aimer car il a cette monstruosité en lui dont il pourra jamais se défaire. Et c'est seulement là peut-être que Spike aussi lui se rend compte qu'il a cette monstruosité. Et il voulait justifier, il voulait dire non mais je voulais pas. Elle l'arrête, elle dit ouais mais c'est parce que je t'ai arrêté en fait. Et puis la scène est vraiment coupée. Hein. Il y a ce plan sur la maison de dehors. Ça commence par ce plan extérieur de la maison. Il y a cette scène et on remet ce plan extérieur. C'est vraiment parenthèse horrible dans cet épisode. Il se passe ça, ça va tout changer quoi. Et Buffy réussit à se débarrasser de Spike uniquement grâce à sa force surhumaine. Ah, oui. Elle n'aurait pas eu ses pouvoirs surhumains, soit une femme entre guillemets normale. Et là, elle n'aurait pas pu se défaire des actes de Spike. C'est vraiment une scène très très dure et c'est très compliqué d'enchaîner. Avec les mecs toxiques, hein, puisqu'il y a Warren qui fait le bourrin encore. Ouais, mais c'est très compliqué de passer à autre chose. Donc on a eu une mini scène tampon avec Jonathan et Andrew qui font un peu des blagues, qui parlent de c'est à ce moment-là qu'ils parlent de Star Trek. Oui, tout à fait. Voilà, c'est une histoire d'une maman moyen de changer d'atmosphère, mais c'est très compliqué de passer après cette scène. Et donc Jonathan est traité de Deanna Troi. Enfin, Andrew fait Deanna Troi, ouais. Ouais, dit que Jonathan est la Deanna Troi du groupe. Deanna Troi, Warren, c'est Picard. Voilà, Deanna Troi, c'est la Star Trek. C'est dans la personnage de Star Trek Next Gen, c'est la personnage empathique et psychologue de l'équipage. Et c'est très drôle de le comparer à ça parce que c'est la personne qui donne les bons conseils à Picard, enfin les conseils qui vont toujours aller dans le sens de écouter l'autre, ne pas aller dans la violence. Voilà. C'est l'épouse de Riker. Alors là, tu spoil à maximum Star Trek Next Gen. C'était juste pour être sûr qu'on parle bien d'elle. Mais voilà, Deanna, c'est celle qui donne les conseils d'apaisement. Et on va voir que Jonathan est de moins en moins en accord jusqu'à balancer à Buffy avec ce que fait Warren. Là, Warren est en train de casser des gueules dans le bar. Et donc, c'est effectivement ce qui va se passer pour Jonathan avant la fin de l'épisode. Il va donner des conseils d'apaisement. Face à face, Warren Xander. Jonathan, au final, c'est le seul un peu plus ou moins raisonnable du groupe. Il essaie toujours de temporiser. Alors, il essaye d'aller moins loin que les autres. Il a quand même fait des trucs dégueulasses dans les épisodes précédents. C'est sûr. Mais là, il suit plus les autres. Quoi, pour lui, une certaine limite est dépassée. Oui. Non, parce que le Scooby Gang est détruit, mais le trio, pareil. Et donc là, il y a une baston entre Xander et Warren. Ça va très très vite, on va pas tout dire. Une baston horrible entre deux mecs qui se balancent des insultes à base de moi j'ai baisé telle meuf, toi tu peux pas baiser telle meuf. Enfin, c'est horrible, c'est vraiment des débiles profonds, des beaufs. C'est des geeks qui maintenant. Surtout des virilistes quoi, qui s'insultent en disant moi je suis capable de coucher avec telle personne donc ça me fait de moi quelqu'un de meilleur. Enfin bref, ils sont horribles. Et qu'avant on les calculait pas en fait. Voilà, et Warren est empêché d'aller plus loin justement par Jonathan qui fait la Deanna Troi en proposant à Warren d'arrêter. Et ça va se refléter sur la fin de l'épisode aussi. Buffy dans la salle de bain. Il comprend tout de suite ce qui s'est passé. Ouais. Parce qu'on nous montre quand même un bleu sur la jambe, de Buffy, ce qui est presque surprenant et qui. Xander veut aller lui casser la gueule direct.
Voilà, ce plan est formidable. La Please Just Don't. Buffy n'en peut plus. Buffy est fatiguée de cette spirale de violence parce qu'effectivement, donc Xander vient de comprendre ce qui s'est passé et sa première réaction, c'est il veut aller casser la gueule de Spike, quoi. Et Buffy en a marre. Buffy est fatiguée. Mais sans déconner. Et tout ce plan, il dit mais vous pouvez pas arrêter, bande de cons. Enfin, arrêter cette violence. La violence ne sert à rien. Et je trouve ce plan absolument fou. Ce Please Just Don't est vraiment fort de la part de Buffy. Et comme Xander a beaucoup de défauts, mais a quand même aussi beaucoup de qualités, il écoute son ami et comprend que là, c'est pas d'une vengeance qu'elle a besoin. Elle a besoin surtout d'écoute et d'attention. Et c'est ce qu'il va lui proposer. Mais bon, pas le temps trop pour ça, parce que là, on passe en mode recherche. Tara et Willow ont fait des découvertes sur les plans machiavéliques des nerds. Et Buffy est prête à aller en découdre avec ces 3 tocards. D'ailleurs, toujours dans le registre Star Trek, puisque leurs textes, ils sont en Klingon, écrits en Klingon. Ouais. Oui, c'est vrai. Et heureusement que Xander est là, qui lui a un petit nerd aussi, quelque part. Et qui peut apporter son avis. On arrive dans une scène qui vous plaît beaucoup, Riley, je crois. Oui, parce que là, Spike, on découvre ce qu'il pense après. Donc, il a une sorte de flash de ce qu'on vient de voir, en fait. Et il se sent mal. En fait, il se supporte pas lui-même, là, clairement. Ouais, en fait, il y a tout un cheminement de pensée que je trouve intéressant dans cette scène. Il accuse Buffy, d'abord, évidemment, parce que c'est un connard. Ensuite, il dit non, en fait, c'est la puce, parce que j'ai une puce dans la tête. Et après, il dit en fait, c'est moi le problème. Sauf qu'on l'a vu depuis le début de la saison 6, la puce ne fonctionne plus avec Buffy. Oui. Ça, c'est très clairement dit. Oui, bien sûr. Du coup, j'aime le fait que. Parce qu'en fait, il y a aussi. J'aime le fait qu'on Spike ait ce cheminement de pensée, mais c'est aussi parce que c'est un personnage important de la série. Spike a de nombreux fans. Il faut que le fan, ou le spectateur en tout cas, comprenne son geste, ou au moins essaye de comprendre, alors que normalement tu peux pas le pardonner. En fait, c'est presque aussi dur pour les spectateurs fans de Spike que pour Spike lui-même. Exactement. Lui aussi se rend compte à ce moment-là, se rappelle de sa monstruosité. Ah putain, je suis un monstre en fait. Genre il avait oublié quoi en fait. Pourquoi j'ai fait ça et je trouve ça très malin, parce qu'il y a Clément qui débarque gratos. Clément il dit les gars, je suis là, on va regarder un petit film. Clément est parfait, c'est l'ami parfait. Le mec est en bad total et son meilleur ami débarque en proposant un marathon K2000 avec du poulet frit. Enfin, Clément est formidable. En fait, c'est bien parce que c'est des démons, donc du coup tous les deux sont des monstres, mais ils parlent de choses très réelles. On va regarder un film, enfin Clément en tout cas. Et lui il dit bah merde, j'ai agressé la femme que j'aime. Enfin, la scène est excellente. Et il se prend la tête et c'est là qu'il va avoir l'idée finalement de récupérer son âme. Enfin, on ne le sait pas encore à ce moment-là de la série, mais on ne le sait pas. Clément va dire Clément va dire love is a funny thing. Love is a funny thing. Ouais, exactement ce que dit Spike dans l'épisode de Lover's Walk de saison 3. Voilà, il y a un petit clin d'œil à ça. Spike qui se rendait compte que l'amour était quelque chose d'étrange et de rigolo, enfin de compliqué en tout cas, enfin funny, je sais pas comment on peut le traduire dans cette scène. Et là c'est Clément qui le trouve aussi et qui lui rappelle que voilà, c'est compliqué l'amour. En fait, ça résume tout le personnage de Spike. Il questionne sa monstruosité, son humanité, sa nature profonde et tout. Enfin, finalement cette scène là dans cette crypte anodine, enfin pas anodine du tout, mais parce qu'il y a Clément qui vient contrebalancer le truc. Ça résume tout le personnage de Spike. C'est fort parce qu'on a eu quelques scènes pas terribles, un peu paresseuses plutôt à l'écriture, alors que là pas du tout quoi. Et là ce qui est super intéressant, c'est que dans cette scène, donc les scénaristes voulaient faire croire aux spectateurs que Spike allait décider de se faire enlever sa puce. Et donc c'est ce qu'on va croire jusqu'à la toute fin de la saison. C'est seulement à la fin de la saison qu'il y aura un twist et qu'on apprendra que c'est pas ça qu'il voulait. Et ce qui est génial, c'est que James Master n'était pas au courant non plus. James Master a eu pour consigne de jouer le Spike comme s'il voulait se faire enlever sa puce. Et lui aussi a été il nous l'a dit, témoin du twist. Il nous l'a dit en convention, pas à nous directement, mais au public. Donc voilà, cette ambiguïté est jouée à fond, même avec l'acteur. D'ailleurs, à la dernière convention, il y a quelques mois là, que c'était la scène de la salle de bain, que c'était la scène la plus dure qu'il avait eue.
à jouer, à tourner de toute la série. Il a même dû faire une thérapie derrière, ouais, c'était très compliqué. Mais pendant ce temps-là, les nerds continuent à faire des n'importe quoi. Donc lui, avec ses couilles de cristal, Warren, il braque. Alors c'est marrant parce que c'est des ados attardés, donc ils vont pas braquer une banque, ils vont braquer une fête foraine, enfin un parc d'attractions. Ça c'est très rigolo. C'est mignon. Mais ce qui se passe derrière est beaucoup moins rigolo parce qu'il n'a qu'une ambition, c'est frapper Buffy, la tuer quoi, carrément, avec ses couilles super fortes. Enfin voilà le... Avec ses super pouvoirs. Ouais, non mais c'est dingo cette métaphore quoi. Moi je m'en remets pas. Cette phrase va rester. Et la mise en scène par contre est complètement aux fraises, ça alterne. Ouais, la baston est pas terrible. Allez, il se prend une porte, c'est un peu drôle. On voit, en plus on voit en 16/9 là, donc ça arrange pas, mais c'est vraiment pas ouf. Est-ce qu'on précise que Jeff Pruitt n'est plus de la partie dans cette saison? Le chorégraphe des cascades qu'on adorait dans les premières saisons, on adorait ces chorégraphies pleines d'inventivité et d'originalité. Et là, il est un peu moins là, je trouve, ça se sent. Ouais, les bastons sont un peu moins folles. You never fight a real man before. Enfin, le gars est horrible. C'est vrai qu'il en rate pas une, ce con. Hein. C'est un incel, quoi. C'est le gars, il a rien compris, quoi. Il est à la masse totale. Et donc, pendant ce temps-là, on a Andrew qui idolâtre Warren. Il y a plus du tout de subtilité en fait par rapport à. Il y a un sous-texte homosexuel totalement fascinant. C'est presque plus du sous-texte en fait. C'est quasiment clair. Ça devient un gimmick. Le cascadeur, il va être très clairement visible dans certains plans qui double Andrew. Pas du tout. Warren, pardon. Ouais, cette scène a beaucoup de problèmes. Parce que Jeff Pruitt n'est pas là. Mais oui, on l'a dit. Ah pardon, j'étais pas là parce que je suis mais la baston a le mérite de continuer, voilà. Et Buffy va s'en sortir, elle va défoncer Warren. Elle va même lui renvoyer une insulte sexiste. Warren va dire good night bitch. C'est Buffy qui va finir par lui dire en le défonçant. Bonne nuit la plate. Et là, Jonathan a vendu la plage. C'est grâce à Jonathan qui dit écrase-lui les couilles. Ouais, en gros, il met lui un coup de pied dans les. Ah oui, il vise les orbes. C'est un conseil qu'on peut dire à tout le monde. Dès que vous avez des galères avec un homme violent, faut viser les couilles. Viser les couilles. C'est le point faible de Warren. C'est le point faible de tous les hommes. Tu as dit dans le conducteur d'ailleurs, on a tous connu cette douleur. Ah oui. Mais c'est vrai. On est 5 hommes là ce soir. Pour différentes raisons. On va en parler forcément. Mais c'est vrai qu'on a tous en commun, on a connu cette souffrance. Le jetpack, Warren sera avec un jetpack là James Bond. C'est génial. Et l'autre enchaîne avec une réplique typique d'un film quoi. Du James Bond. Andrew est excellent. Ah, tu as gagné cette partie, mais tu n'as pas gagné la guerre. Il est très. Il s'assomme évidemment. Et bon, évidemment, ça reste un connard. Très rigolo. Très rigolo. Et lui, il est le comment on dit, le moins pire. Ça désamorce un petit peu. Oui, je cherchais un terme mieux, mais oui, c'est le moins pire. Le côté drôle, humoristique de Andrew, qui est clairement le comic relief de. Et là donc alors là il y a un plan plutôt cool. Voilà, on les suit jusqu'à l'entrée on se doute que ça va couper. Bah non, on les suit dans le commissariat. On se croirait dans The Shield. C'est The Shield. C'est The Shield. Je sais pas pourquoi ils ont mis tout le budget dans ce plan, mais pourquoi pas. C'est dommage. On a un nouveau décor de commissariat, on va l'utiliser. C'est intéressant parce que donc, pendant tout l'épisode, on a vu que Jonathan émettait de plus en plus de réserves sur le comportement de Warren. En gros, il a ouvert les yeux là. Ouais, Andrew lui arrêtait pas de dire c'est Warren le boss, faut l'écouter et tout. Et là Andrew se sent trahi par Warren et découvre enfin le vrai visage de Warren et se met à penser comme son ami. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à la fin du plan, ils se retrouvent à égalité sur le même banc, assis l'un à côté de l'autre. Voilà. Andrew est blessé à un tout autre niveau. Et c'est rare que ils pensent maintenant la même chose en tout cas. C'est rare que des ennemis de Buffy finissent au commissariat. C'est vrai. Oui, la police normalement est nulle. Voilà, on voit jamais la police. Scène importante. Spike qui se casse à moto. Sur une moto Kawasaki. Mei. Ah non, c'est parce que ça a été floppé, c'est une Yamaha, mais l'image a été retournée, c'est pour ça que ça s'appelle une c'est une vraie marque, figure-toi. Moi, je me rappelle quand attention, on parlera de la moto plus tard. C'est dur. Ah merde. Scène horrible, numéro 2. Mais j'ai pas envie de regarder. Il y a un peu de temps. L'implacable. Willow et Tara, ça suffit là, arrêtez d'être heureuse tout le temps là. L'implacable. Ça me déprime complètement. L'implacable destin funeste se met en marche. Tara et Willow, après un marathon sexuel de plusieurs jours, décident enfin d'enfiler des fringues et de sortir du lit. C'est une horrible ironie. Parce que si elles étaient restées nues à se tripoter jusqu'à la fin de l'épisode, la fin de l'épisode aurait été tout autre. Et c'est horrible de voir cet épisode en sachant ça, quoi.
Tara en plus est souriante et le plan est sublime quand on arrive sur elle. Elle rayonne. Elle rayonne et c'est horrible de savoir ce qui va se passer. C'est une véritable torture pour le spectateur là, ces dernières minutes d'épisode. En parallèle dans le jardin, Buffy et Alex, deuxième confrontation. Bon là ils vont se pardonner. Là ils vont se pardonner, ils vont avancer, on va faire un pas vers l'autre. T'avais raison, je suis un gros nul. Non, c'est toi qui avais raison. Mais c'est tellement beau cette amitié, moi je les adore. Voilà. Ah ouais, on les aime, Et on a droit à une scène miroir. Et là voilà, oui, regardez sur le plan saison 2 je crois, non? Ce plan, les fins de saison 1, c'est ce plan tous les deux assis sur un banc nous rappelle un plan de Prophecy Girl, le dernier épisode de la saison 1 dans lequel ils sont assis tous les deux l'un en face de l'autre mais avec des positions inversées. Dans Prophecy Girl, c'est Xander qui est à droite et Buffy qui est à gauche. Dans Prophecy Girl, rappelez-vous, c'est une scène très forte aussi, c'est le début de leur amitié parce que paradoxalement c'est le moment où Xander avoue ses sentiments amoureux à Buffy et Buffy lui dit mais non, moi je te vois pas du tout comme ça, et c'est le début fort de leur amitié parce que Xander va devoir passer de l'amour à l'amitié pour cette femme. Et là, le fait de remettre ce plan, c'est un plan très très fort. On nous montre que là, leur amitié est relancée, encore plus forte et renforcée. Ouais, ils ont avancé tous les deux. Ils seront là jusqu'au bout. Hein. Ouais, c'est vraiment un super plan et une super idée d'avoir mis ce plan pour nous rappeler ça, nous rappeler d'où ils viennent. Toutes ces années. Xander, c'est un personnage compliqué, mais il est quand même, il est essentiel à la série, quoi. C'est quand même bien écrit. Cette scène le prouve. C'est bien écrit. Puis ça nous annonce aussi leur amitié pour Willow aussi. Mais voilà, qui va être hyper importante pour la suite, évidemment. Mais voilà, c'est là que gros nulos de Warren arrive, tout de noir vêtu, avec comme un ange exterminateur. Et on continue sur le côté réel, trop réel. Boum, il tire à pas de surnaturel, il sort un flingue. On ne voit jamais de flingue. Le plan sur Tara qui dit Your shirt. Et horrible, bouleversant. Je pense qu'on chiale à chaque fois qu'on voit ce plan. C'est très 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 dur. Tara qui pense à Willow d'abord avant elle en disant ton t-shirt c'est... Il y a du sang, voilà, pareil, le sang rouge passion, on voit Rosy Red, le sang qui éclabousse. Buffy et Tara sont touchés. On a tendance à oublier que Buffy se prend une balle aussi à ce moment-là, mais là c'est coup double. C'est très dur. Warren, mais très très dur cette fin d'épisode. Alors tu te dis que Warren il est nul et tout, et il commet ça, et comme tu disais Big Game avec un pistolet quoi. Et la naissance de Dark Willow avec des yeux rouges qui clôturent sur les ça va chier, j'ai envie de dire. C'est pas possible, il faut regarder la suite tout de suite. Un deuxième podcast. Surtout ce qui est fou c'est que on l'a dit, c'est un épisode très déséquilibré avec des scènes nulles à chier et d'autres scènes qui touchent au chef-d'œuvre. Enfin c'est très très compliqué. Avec et là, de très bonnes interprétations, moi je trouve. Franchement, Sarah Michelle Gellar, elle est quand même au top. James Masters aussi. Et... Ils sont tous au top. Hein. Mais là, on finit en PLS. Enfin, c'est très très compliqué. Même Nicolas Brandon, il est génial aussi. Très bien, ouais. Et le mec au niveau, ils connaissent leur personnage par cœur aussi et tout. Quoi. Warren est détestable. Warren est détestable. Parfaitement choisi. Très bien trouvé. Alors je vois que le chat réclame l'épisode suivant, comme toi, Fabrice. Mais je suis d'accord avec vous, le chat. Sauf que c'est pas prévu du tout. Vous vous rendez pas compte qu'on a 40 pages de conclusion à vous balancer. Oui. On a beaucoup de choses à dire en conclusion parce que pourtant je les ai travaillées au corps. Pour faire la suite, je suis désolé. Voilà, on a donc les 42 minutes de cet épisode sont encore une fois passées extrêmement vite. On n'a pas eu le temps de tout dire et on va devoir en rajouter en conclusion parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur ces deux scènes, sur cet épisode effroyable. C'est maintenant l'heure de la conclusion. Oh my god. It's a sombrero. And it's on your head. Can you believe the Watchers Council let this guy go? Hey, did everybody see that guy just turn to dust? What kind of a monster is he? Crazy freak, vapid whore. Everybody, Giles has a TV. He's shallow like us. Conclusion, beaucoup de choses à dire. Voilà. Déjà, faut qu'on se remette un petit peu de nos émotions. C'était pas évident. Je sais pas si chez vous comment ça s'est passé. Nous, on a pris cher. C'est une scène qui reste très dur, très difficile à voir. Même si on connaît bien la série, on l'a vu 150 000 fois. Mais c'est une scène que, pour tout vous dire, moi j'ai tendance, quand je me fais un marathon, j'ai tendance à zapper la scène, à l'avancer.
Parce que c'est dur à regarder en fait. Il est fragile. Eh ben, c'est exactement. Moi, j'ai une théorie. Je sais pourquoi c'est dur à regarder. Mon petit Ben, parce que cette scène, c'est la rencontre de deux mondes qui n'ont rien à faire ensemble. Oui. Nous avons deux héros d'une série fantastique qui évoluent dans un monde imaginaire depuis 6 saisons maintenant, où tout n'est qu'une métaphore et allusion. Et ces deux personnages sont mis en scène ici dans des actes très abjects et qui viennent de notre monde réel. Et donc on ne devrait pas avoir ces personnages dans le monde réel. Et donc c'est pour ça que c'est très très compliqué à regarder. On n'est pas du tout prêt pour voir ça. Évidemment, quand on aime beaucoup Spike, on le pensait incapable de faire ça. Et ben non, on se rappelle qu'il est capable de faire ça. En fait, et je me demande si on pourrait pas pousser l'analyse à dire que c'est presque... Attention, je vais mettre des énormes guillemets, vous allez me détester. C'est presque également un viol du spectateur, cette scène, qui nous rappelle la réalité. Spike fait un acte odieux qu'on n'accepte pas du tout, qu'on ne pouvait pas accepter, qui pour nous était inacceptable. Et ben il le fait quand même, nous force à voir qu'il est un monstre, et c'est un peu ça qui se passe dans cette scène, je trouve. Voilà, je surinterprète peut-être, j'emploie des gros mots, mais c'est un peu ça que nous dit cette scène. Quand t'es fan de Spike, en tout cas, c'est violent, c'est super violent. Hyper violent. C'était aussi un peu la manifestation, j'ai envie de dire, d'un désespoir de Joss Whedon et des scénaristes de manière générale, puisque tout le long de la saison, on essaye de nous faire comprendre que déjà la relation Buffy-Spike est toxique, et constamment on fait faire des choses à Spike pour rappeler au spectateur qu'il est un monstre, mais la fanbase continue à l'aimer, continue à adorer Spike, et du coup ils se sont dit maintenant on pousse le truc à l'extrême parce qu'il faut vraiment que les spectateurs ils comprennent. Et ils sont allés jusque là. On a bien compris là. Détail de réalisation que j'ai pas eu le temps de noter pendant le direct. Vous avez vu ce plan sur le rideau de douche pendant la scène de douche. Hommage à Psychose évidemment, le film d'Alfred Hitchcock. Pareil, une autre scène de salle de bain extrêmement connue, culte et violente. Scène dans laquelle le personnage féminin meurt. Donc voilà, qui rappelle aussi qui est très 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 grave ce qui se passe. Donc sur le côté réaliste, ils avaient déjà tenté entre guillemets entre sûr, il y a The Body qui est aussi dans le même créneau. Le réel rattrape la série, rattrape le fantastique. Oui. Et qui est difficile à regarder, pareil, du fait de la réalité de la. Et ils l'ont fait aussi juste il y a quelques épisodes avant, Normal Again aussi, qui est quand même qui joue sur le fantastique bien sûr, mais qui pareil te dit ce que vous regardez c'est pas c'est de la fiction et la vraie vie ça se passe comme ça quoi. Il y a alors dire aussi que cette scène, alors ça c'est James Masters qui l'a raconté, et qui a raconté que cette scène, l'idée de cette scène était venue d'une scénariste donc de l'équipe qui avait dit que ça venait d'une histoire à elle dans laquelle elle avait voulu récupérer son ex en couchant avec lui, et donc elle était dans la position de l'agresseuse, je sais pas comment on dit. Oui. Et donc voilà, l'idée de cette scène était venue de ça, pour montrer que c'était une mauvaise manière évidemment de reconquérir son ex et que ça pouvait faire beaucoup de mal. C'est bien la scène que James décrit constamment comme la scène la plus difficile, la pire scène pour lui. Oui. Et ça c'est aussi important de le notifier. James Master ne voulait pas tourner cette scène, tout comme Sarah Michelle Gellar. Sarah Michelle Gellar qui pendant toute la saison 6, ça elle l'a jamais caché, ne voyait pas d'un très bon œil cette relation entre le personnage de Spike et la relation de Buffy. Et là quand on lui parle de tentative de viol, elle voulait pas du tout. Et moi je trouve que ça se voit aussi dans la scène. Le plan de James Master a été tourné d'une seule prise, il ne voulait pas en faire deux. Oui. Enfin voilà, tout est chaotique et je trouve que ça se ressent. Dire qu'il voulait pas en faire deux, est-ce que l'équipe technique n'avait pas envie d'en faire deux non plus, tu vois, enfin, et c'est pas que James Masters. J'ai pas l'avis des autres, mais on sait que Sarah Michelle Gellar et James Masters, ils n'avaient pas envie de le faire. Il faudrait peut-être aussi préciser pourquoi au final il l'a fait. C'est tout simplement parce qu'il était contractuellement lié. C'est un acteur. Non, c'est leur travail. Ils s'engagent, ils ont lu le scénario avant d'être sur le plateau quand même. Cette scène ce plan là, vu plongée, caméra de surveillance, c'est ultra glauque. Il y a Gaspard Noé qui a fait un Irréversible, vous l'avez vu, et pareil, il fait un choix de mise en scène pour le même genre de séquence, beaucoup plus trash, mais il prend un plan fixe de loin et tout. Enfin, il y a
Il y a cette idée de plan où on se sent voyeur, en fait, c'est horrible quoi. C'est horrible à regarder. C'est malaisant. Malaisant et l'effet réussi, parce que c'est ça le cinéma, ça provoque des émotions. Ça provoque des émotions, et puis des fois, c'est fait exprès que t'es devant un film et t'as pas envie de le regarder parce que. Et pour finir avec les petites phrases des uns et des autres, pour Jen Espenson, cette scène était nécessaire pour qu'il y ait une extraordinaire motivation à Spike de changer et d'aller gagner son âme. Ouais. Est-ce qu'on a des choses à rajouter sur cette scène de la salle de bain? Alors après la salle de bain, moi je parle pas de la scène de la salle de bain, mais la scène où Spike se barre en moto, moi j'ai pas parlé, c'est vrai. J'étais tellement content, je me disais mais barre-toi, et j'espérais de plus le revoir, je me disais mais génial. Bon, je suis désolé pour tous les fans de Spike, mais bon, moi j'avais envie de dire aussi. Angel aussi. Exactement, j'avais envie de dire putain mais Angel reviens. Arrête, Angel revient et viens voir un petit peu c'est quoi ce bordel, hein. On peut enchaîner sur la scène finale maintenant de l'épisode. Oui. La mort de Tara, horrible aussi, mais voilà, pareil, il y a beaucoup de choses à dire. Donc pareil. Alors, on sait que c'est la mort de Tara après coup, parce que là, c'est. Ouais, à ce moment-là, on ne sait pas, et puis Buffy est touchée. Elle a l'air mal barrée, quoi. Et là encore. On laisse le scénariste donner son avis. Pourquoi cette scène de la mort de Tara là, comment la justifier? Pour Whedon, c'était pareil nécessaire pour que Willow devienne Dark Willow, quoi. Enfin, Dark Willow, c'est une expression que les fans ont donnée et qu'on a utilisée, mais qui est jamais employée dans les épisodes. Andrew va seulement dire Darth Rosenberg. Tout à fait. Mais Dark Willow va jamais être utilisé. Mais par contre, Dark Willow est utilisé très très rapidement chez les fans et même chez les scénaristes. Whedon le dit aussi, cette expression, voilà, pour qualifier la Willow des 3 derniers épisodes. En fait, il y a deux scènes dans cet épisode, 3 scènes, qui contrebalancent avec tout le reste que je trouve assez faible, alors que c'est la fin, la salle de bain, et quand Spike se remet en question, qui sont vraiment des points clés de l'épisode. Mais du coup, t'es surpris parce qu'il y a une sorte de montagne russe dans tout l'épisode. Carrément, c'est exactement ça. Et qui est une montagne accentuée, russe émotionnelle. Et qui est accentuée avec parce qu'on t'en fait des caisses avec Willow et Tara, quoi. Ça va super bien, quoi. Elles sont tout le temps au lit et tout. Exprès pour que à la fin tu sois. Mais c'est pas possible qu'ils nous fassent un coup comme ça, quoi. Voilà, ça. Aussi, ce qui a été reproché, c'est que pour une fois qu'on avait un couple de lesbiennes dans une série de network, et bim, fallait qu'elle meure. Une des deux meure. Enfin, c'est comme s'il fallait punir l'homosexualité de mort. Je pense que effectivement c'était nécessaire pour l'émergence de Dark Willow. Est-ce qu'il va nous apporter un final incroyable? Exactement. En 3 épisodes. Franchement, ils ont réussi à rattraper la saison en 3 épisodes. Ils sont forts. Oui, parce que franchement, jusque-là, on se dit, ouais, super, le Big Bad. Le trio. Ok, le trio, c'est bidon. On est d'accord. Bah oui. Ouais. Là, on sent la menace de Warren, mais qui est complètement supplanté par. On va le découvrir dans l'épisode d'après. Ouais. Mais même, ne serait-ce que de terminer, voilà, sur ce plan, c'est Ingrid, les yeux de Willow qui virent au rouge. Ouais. C'est là tu te dis ça va chier. Ça va chier, c'est obligé. Et alors tu parlais de Warren, oui, donc c'est Warren qui tue Tara. Et une info marrante une info people entre 2002 et 2009. Amber Benson, donc qui joue Tara, et Adam Bush qui joue Warren, étaient en couple. Non. Voilà. Oui. Et donc ça avait donné lieu à ils se sont rencontrés sur Buffy, du coup. Une petite blagounette de Joss Whedon qui était allé voir Adam Bush, donc Warren, en lui disant dans cet épisode tu vas tuer ta copine. Il est drôle ce Joss Whedon. Et faut noter aussi, tu l'as dit pendant le live justement, Clément, le réel revient avec ce revolver, enfin ce pistolet à la fin, une arme du réel, donc une arme non fantastique qui tue, très rare dans la série en plus, voilà, qui tue Tara et blesse très gravement Buffy. Ça pareil, Whedon et Martin Oxon se sont exprimés au sujet de cette arme à feu qui était utilisée à ce moment-là. Ils voulaient, comme on l'a dit, cette saison 6, dans cette saison 6 c'est la vie réelle qui est le Big Bad, donc ils voulaient que ce soit une arme réelle qui fasse du mal aux gens. Et surtout, tout au long de la saison, il avait été répété que les armes ne servaient à rien. Dans l'épisode 4, Buffy dit « Guns, there's
are never useful. Et c'est répété dans l'épisode 15 aussi. Et donc c'était volontaire ces petites touches sur les armes à feu. Et dire au passage que les armes c'est nul. Voilà. Ah bon ? C'est comme ça que Whedon finit son intervention en disant que si au passage on peut faire passer un message, c'est pas plus mal. Il y a que les mecs qui ont pas de couilles comme Warren qui utilisent des... Si tu veux. Ah oui, finalement il sort là. C'est exactement ça. Il a plus de couilles, du coup il sort son phallus métallique. Mais... Ouais. Ah ouais. Si t'as besoin d'une arme, tu es faible. Est-ce qu'on dirait pas justement que cette saison c'est la saison des métaphores les moins subtiles de toutes? Merci Big M. Oui, avec la drogue et la magie par exemple. Non, juste j'appuie Big M, saison 6 c'est moins bien. Je suis désolé. Oula, c'est pas ce que j'ai dit. Alors moi c'est pas du tout d'accord. Non, là je suis... Bah oui, je sens que le chat s'endort là. Non, je suis désolé, la saison 6 elle est excellente. Je suis d'accord avec Fabrice. Moi ce que j'ai dit c'est que les métaphores de manière générale sont beaucoup moins subtiles, voire pas du tout. C'est ça ce que j'ai dit. Mais moi je trouve que c'est pas un gros problème personnellement. Voilà, si tu regardes la série que pour les métaphores, oui, certes c'est peut-être moins subtil, mais par contre... Excusez-moi, c'est pas ça que je dis. Là vous avez vu cet épisode là? Non mais... Vous avez vu Xander qui marche avec une musique de merde dans la rue en regardant une vitrine? Non mais attends, tu parles d'une scène de 1 minute 32. Oui, ok, mais sauf que c'est toute la saison à une scène. Toi c'est tout ce que tu retiens? Non, je suis désolé. C'est récurrent tout au long de cette saison 6. Qui est plutôt décevante jusqu'à en fait là où t'es enfin surpris quoi. Mais c'est exactement qu'est-ce qu'ils sont en train de faire tu endors un petit peu le spectateur. Ah bah j'ai dormi 18 épisodes quand même. J'exagère, pardon, il y a plein d'épisodes excellents en saison 6. Comme en saison 4 un peu. C'est comme ça que marche le cerveau. T'as besoin d'être un peu endormi pour avoir des électrochocs, tu vois. Un petit peu d'adrénaline. Fin de conclusion ? Tu vois, là je suis tout à fait d'accord avec Lenny Inel qui dit je prends l'œuvre dans son ensemble, mais carrément je suis tout à fait d'accord avec toi. Cette saison était nécessaire malgré ses imperfections. C'est la relation toxique la saison 6. C'est absolument nécessaire pour tous les personnages. Évidemment c'est la série. Je te déteste Riley. C'est la saison de Once More with Feeling, donc voilà, on peut pas toucher et Tabula Rasa. Et Tabula Rasa qu'on avait fait chez toi à Limoges. Exactement, moi je te dis la boucle est bouclée. Malheureusement Tara elle est décédée. Excellente transition, on va passer à la rubrique de l'invité Fabrice. Pourquoi Buffy c'est génial? Mais rien que le nom c'est le meilleur nom de tous les temps, vous savez ça? Buffy elle est géniale parce qu'elle a des beaux cheveux. Parce qu'il y a des vampires. C'est badass. Gros sein, c'est pour ça. Buffy c'est la base de la série télé, c'est la meilleure série télé du monde. Buffy ça vous donne du boulot. Buffy c'est génial. Et parce que le bronze c'est trop cool. Buffy was awesome. L'invité. Bah, mon petit Fabrice, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Je te cache pas qu'on a plus trop de questions à poser. On te connaît. On te connaît un petit peu maintenant. Pour ceux qui connaissent beaucoup trop même. Pour ceux... Les auditeurs te connaissent, les fans te connaissent. Peut-être il y a des auditeurs, des auditrices qui. Ah oui, mais posez-moi des questions. Moi, qui n'ont pas écouté le dernier podcast dans lequel tu étais invité. Si on peut rappeler qu'on s'est rencontrés il y a énormément d'années. Tu étais à la base un auditeur du podcast. On s'était rencontrés au Comic Con de Paris 2017. En 2017. On était tombés amoureux, fous les uns des autres instantanément. On s'était dit mais ce mec est formidable. Et depuis on se recroise régulièrement à chaque événement Buffy. Et donc c'est donc la deuxième fois que tu nous invites chez toi pour un week-end formidable et aussi un enregistrement de podcast. Bah, c'est toujours avec plaisir que je vous reçois. Et j'en profite pour passer un message. Invitez-les à nouveau, j'avais déjà dit ça. Invitez-nous. Parce qu'il faut faire un PBCG à travers la France et même à travers le monde. On vient en fait, tout simplement. Tu l'as cherché, on te pose des questions sur le chat. Si cool. Tu devais faire donc une question de Spike mon amour, donc il y a beaucoup apprécié cet épisode. Fabrice, si tu devais faire découvrir Buffy avec un seul épisode, tu choisirais lequel? C'est une excellente question, merci de me la poser. Alors, évidemment. Mon épisode préféré, ça reste celui de la saison 2, épisode 19. I only have eyes for you. Mais c'est celui toi, t'es un romantique que comme tu ça. Peux, mais quelqu'un qui connaît pas la série, qui connaît pas Angel et Buffy, va rien comprendre à cet épisode. Alors je sais, mais t'as quand même un condensé de l'univers. Et moi je pense que celui-ci, donc c'est mon préféré et je pourrais lui vendre facilement par rapport à ce drame adolescent qu'il représente. Voilà, non, c'est parfait. On te demande également quel est ton personnage préféré. C'est Buffy.
Sans hésitation, Pareil. c'est Buffy. Mais oui. Moi, je m'identifie, même étant garçon, je m'identifie complètement à Buffy, à son cheminement, à sa quête. C'est une héroïne. Et je pense que, bon, c'est vraiment bateau, mais nous sommes tous des héros. Et nous sommes les héros de notre propre vie. Et Buffy, pour moi, c'est et ça restera un exemple tout au long de ma vie. Il y a Faye qui demande quel épisode tu détestes, au point de le zapper carrément quand tu fais un rewatch. Eh bien, effectivement, je ne déteste aucun épisode. Je suis désolé, vraiment, il n'y a aucun épisode qui est à jeter. C'est pas possible. Je ne peux jeter aucun épisode. Même le dealer machine. Le seul truc, c'est que je connais beaucoup moins la saison 7 parce qu'elle est quand même très feuilletonnante et je trouve que c'est très dur de ne pas voir la saison 7 d'un seul trait. Ouais. Ce qui fait que je l'ai beaucoup moins vu que les autres. Alors après, à côté de ça, j'aime beaucoup aussi cet épisode de la saison 3, c'est The Prom, les chiens de l'enfer, juste pour cette scène où Buffy et Angel dansent. Je suis un gros romantique et vraiment, mais Wild Horses en fond, voilà, tu sens la fin de l'adolescence. Tu sens que vraiment ça y est là, ils ont consommé complètement leur relation et ils peuvent passer à autre chose chacun de leur côté. Et moi j'aime bien cette scène aussi, je me la regarde régulièrement et à chaque fois je regarde avant la remise du trophée. Oui, c'est mignon. Et je me fais à chaque fois coup double ces deux scènes de suite et je fonds quoi, c'est trop bien. Voilà. Moi j'ai les larmes à chaque fois. Bah ouais, c'est trop bien. Ah oui. Bonne série. C'est parfait. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres choses à ajouter, t'as plein de des questions à poser à notre invité que vous connaissez, hein, et ceux qui viennent en convention. Bon, en tout cas, tous ceux que je connais, j'espère vous revoir très très vite. Avec plaisir. Bah oui, c'est trop bien qu'on soit chez toi, Fabrice. Enfin, c'est une nouvelle preuve de la force dingue de cette communauté des fans de Buffy, la bienveillance, la bonne humeur, des moments super qu'on partage ensemble, les rencontres qu'on fait en convention ou via ce podcast. Enfin voilà, c'est trop bien et voilà qu'on concrétise ça avec des moments d'amitié vrais, c'est formidable. Le pouvoir de l'amitié vaincra contre le mal. Parce que même si cette saison 6 nous montre que la vie c'est le gros méchant, mais en fait la vie, il y a des trucs cool c'est aussi. Quand même cool. On va passer maintenant à la rubrique Si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça, un rubrique incroyable où on vous conseille une œuvre en rapport avec Buffy contre les vampires. Wouh. C'est tout de suite. You're English, right? Yeah. I've seen every episode of Doctor Who. For God's sakes, Andrew, you've been in here for 30 minutes. What are you doing? Entertaining and educating. Well, why can't you just masturbate like the rest of us? Clément, je vous laisse commencer. Alors, s'il y a Slayer dedans, est-ce que ça passe le rapport avec. Vas-y, le groupe de musique là. C'est le groupe de musique, c'est ça? Non, c'est le manga Demon Slayer que j'ai découvert pendant les vacances de Noël. Presque comme un Vampire Slayer. C'est comme un Vampire Slayer. C'est un shonen qui parle d'un petit gars au Japon qui va délivrer sa sœur qui a été transformée en démon. Et pour arriver à la guérir, il se lance dans une quête à travers le Japon médiéval à tuer des démons. Et je me suis dit que ça pourrait peut-être intéresser les fans de Buffy. Voilà, Demon Slayer. Mais c'est un vieux manga, non? Non, c'est sorti en 2019, je crois. C'était réédité, il me semble que c'est plus vieux que c'est sorti. Alors, c'était réédité en 2019 ? Ah, peut-être. D'accord. Mais... En tout cas, je viens de découvrir et j'ai envie de voir l'anime qui, paraît-il, est différent du manga. Donc voilà, ça peut vous intéresser. Allez-y. Moi, je vais vous parler du film Chance, un film de 2002. Film de Amber Benson. Et oui, l'actrice qui interprète Tara a réalisé un film. Et alors, un truc incroyable. Elle joue dedans aussi ? Et il joue dedans. Okay. Et il y a également James Marsters, donc l'interprète de Spike. Il y a aussi, alors je vais vous énumérer tous les rapports, tous les liens qu'il y a entre ce film, donc Chance et Buffy. Il y en a 1000, ça va être très long. Donc c'est vraiment la famille de Buffy qui a participé à ce film. Parce que donc on y retrouve également Andy Hallett qui joue Lorne dans Angel. Il y a une apparition aussi de David Fury, mon scénariste préféré. David Monster.
C'est toi ça, Sartman. Donc David Fury, le scénariste de Buffy, donc qui interprète un livreur de pizza, il est incroyable. Selon IMDb, il y avait même Emma Caulfield qui jouait un petit rôle, mais qui a été coupé au montage. Enfin, qui a été coupé et même remplacé par une autre actrice. J'ai pas les dessous de cette histoire, mais on est un peu déception. Le monteur du film, c'est Joshua Jarson. Et alors, vous connaissez pas son nom, mais pourtant, Joshua a monté 8 épisodes de Buffy, dont Sing Red, qu'on vient de regarder. Ah oui, on peut aussi dire qu'il y a une scène qui est tournée au bronze, carrément. Et qu'il y a même... et le second rôle féminin, donc après Amber Benson et James Masters, il y a un autre rôle féminin qui est interprété par Tressa DiFigli, et cette personne était l'épouse de Nick Brandon à l'époque. Donc Nick Brandon, c'est l'acteur qui joue Xander. Voilà. C'est vraiment la famille de Buffy qui a fait un film. Maintenant, de quoi ça parle ? Alors Chance, c'est le nom de cette personne, c'est interprété par Amber Benson, est une jeune femme qui se décrit elle-même comme fainéante. Elle est vaguement artiste, mais en vrai, elle fait pas grand chose de sa vie à part traîner dans son appart ou sortir dans des clubs. Elle a envie de vivre de manière libre, de coucher avec des femmes, avec des hommes, et surtout de ne rendre compte à personne. Et même pas à son coloc, Simon, coloc un peu meilleur ami, donc qui est interprété par James Masters. Mais voilà, elle se pose pas mal de questions sur le sexe et les relations amoureuses depuis qu'une relation justement amoureuse avec un ex s'est mal passée. Donc ça parle beaucoup de sexe, quasiment même que de ça d'ailleurs. Et aussi un peu de recherche de l'amour, de devenir une adulte. Voilà, rien de très original, hélas. C'est là que je veux en venir au fait que ce film est pas ouf. Parce qu'il y avait plein de promesses sympas, tu te dis il y a plein de gens que j'aime bien et tout. Le début ça fait très très peur parce que techniquement c'est un peu loupé. Voilà, les décors sont pas bien, les cadrages sont pas jolis, le son est pas bien, il y a une voix off vraiment insupportable d'Amber Benson quasiment permanente, ça devient un petit peu horripilant, pour employer un terme qu'on aime bien. Alors, il y a quelques scènes un peu intéressantes. Déjà, à un moment donné, il y a James Masters qui est torse nu. Déjà, ça, c'est une bonne manière de rendre le film intéressant. Ça, c'est cool. Ça marche toujours. Et ensuite aussi, ça, c'est très cool. On le voit, James Masters, enfin son personnage, Simon, porter une robe ou alors mettre du rouge à lèvres. À l'aise, par contre. Et il est complètement à l'aise avec ça. Et ça, c'est un truc intéressant parce que ça joue sur le genre. Voilà, ces deux personnages de Chance et Simon. Chance, elle va, à un moment donné, elle va arborer un bouc fait avec du marqueur. Voilà, pour montrer comme si elle était un garçon. Donc James, je vous dis, avec un robe pour faire comme si c'était une fille. Enfin voilà, on joue sur le genre, on fait des blagues. Voilà, il y a quelques trucs intéressants. Et alors, il y a un truc génial. Mais alors c'est à la fin, et c'est un spoiler, donc bouchez-vous les oreilles si vous voulez pas savoir ce que c'est. L'énorme intérêt de ce film, c'est qu'on voit donc Spike et Tara coucher ensemble. Non, c'est vraiment très intéressant. Les gens ont envie de le voir sur le chat, donc en tout cas sur le chat, les gens, tu as bien vendu le film, et les gens ne le connaissaient pas. Mais voilà, je vous vends pas du rêve, c'est très rigolo de voir les acteurs et les actrices qu'on connaît dans d'autres rôles, là, faire quelque chose qui n'a rien à voir. Mais c'est pas un film dingue. Après, ça ne dure qu'1h15. Donc, même si c'est pas dingue, ça dure pas longtemps. Qui je vais choisir maintenant ça va être mon petit Fabrice. Quel est ton système Buffy? Tu vas aimer ça? Alors, c'est un système Buffy dont on a déjà parlé, comme je l'ai dit. Mais je ne l'ai toujours pas vu. Puisque. Ah oui, t'es bon, toi, oui. Wolfpack. Moi, je suis quand même fan de Sarah Michelle Gellar. Je trouve que c'est dommage la carrière qu'elle n'a pas eu, mais bon, je pense que c'est son choix et c'est son choix, on n'a rien à dire sur ça, mais je suis assez hypé, on va dire, par cette série qui parle de loup-garou et où j'ai l'impression qu'elle a un rôle assez important et je suis très très curieux de ce qu'elle peut apporter à cette série et de ce que ça peut donner, quoi. Alors moi j'ai peur qu'elle soit dans l'épisode 1, qu'elle se fasse tuer et qu'on la revoie plus jamais. Non, arrête, mais non. Elle était pas productrice aussi de ce truc. Oui, elle est productrice. Elle a investi, non, elle va jouer. Riley. Okay. C'est à vous de conclure. Quel est votre système Buffy? Alors, tu vas aimer ça? Moi je voulais rapidement vous parler d'un comic books, d'une bande dessinée, parce que j'aime bien les bandes dessinées. Donc là je voulais vous parler de Buffy The Last Vampire Slayer, qui est un comic book sorti chez Boom Studio. Yeah, Boom Studio, vive Boom Studios. Donc en 2022, écrit par Kazé Gilly et John Jarrow.
Et alors, qu'est-ce que c'est le concept à votre avis de Buffy the Last Vampire Slayer? Je sais pas, ça parle de Buffy? Ça parle de Buffy, ouais, d'accord. En fait, c'est l'histoire de Buffy, mais âgée. C'est-à-dire que ça se passe dans le futur, dans un futur un peu dystopique. Où Celui de Frey? Le même futur que Frey? Non, pas du tout. Alors, bah, ce sera un des points, mais voilà, en gros, l'histoire, c'est Buffy, on ne sait pas vraiment son âge, mais elle a plus de 50 ans. Elle a des cheveux gris en tout cas. Elle a des cheveux gris, et on nous le rappelle plusieurs fois dans la série. Qu'elle est vieille. Voilà, moi ça joue vachement dessus. Et on va vivre une dernière aventure avec Buffy. C'est comme Old Man Logan, nous demande Faye. Ah ouais, il y a une touche, ouais, tout à fait. Bah, on peut commencer par ça parce que c'est un concept assez commun dans les comics, ça c'est souvent utilisé. Donc il y a Old Man Logan où c'est la même chose avec Wolverine. Même il y a Dark Knight Returns, c'est la même chose avec Batman, où on voit Batman plus âgé dans un futur alternatif. Enfin, et récemment, il y a eu les Tortues Ninja, Last Ronin aussi qui oui, avec le Raphaël, le seul survivant, je crois. C'est pas Raphaël. C'est pas Raphaël? Non. Moi j'ai lu, c'est pas Raphaël. Bref, peu importe, mais c'est un concept qui revient souvent et ils l'ont appliqué à Buffy. Et je trouve, pour le coup, parce que j'ai lu Last Ronin il y a pas longtemps, c'est moins bien, enfin c'est pas assez travaillé. C'est un peu comme l'épisode de ce soir, un peu feignant par moment. Mais il questionne le fait que Buffy soit. Toi qui adore Buffy, Fabrice, ça te plaît? Que Buffy, bah ok, elle arrête pas de dire en fait que les tueuses, enfin dans la série, on nous dit que les tueuses meurent jeunes, elles peuvent pas se battre toute leur vie contre les vampires. Mais là, on dit bah si, Buffy elle est tellement forte qu'elle a vécu plus de 50 ans. Et donc, qu'est-ce qu'elle ressent à 50 ans en étant toujours tueuse? Elle se bat toujours contre les vampires. Oui. Et elle en est où dans sa vie en fait? Enfin, sans trop spoiler. Voilà, parce que voilà, effectivement, j'ai pas envie de spoiler. Mais en gros, il y a un concept, c'est que il y a eu un événement qui a fait que c'est la nuit éternelle, où en gros que le soleil n'est plus vraiment là et que du coup, les vampires vivent dans la société. Le conseil des observateurs essaie de gérer un peu la situation. Mais il y a une sorte de... Ok, tout le monde sait qu'il y a des vampires et tout le monde les tolère. Ouais, il y a comme un espèce de compromis en fait. Un peu comme dans True Blood aussi, la série de Alan Ball, je sais pas si vous avez vu. On nous demande si c'est en français ou en américain. Alors, attendez, de matin, je vous dis, c'est qu'en américain pour l'instant. Ouais. Il y aura une traduction? Bah, je pense non, c'est improbable. Les seuls comics de chez Boom Studios du Buffyverse qui ont été traduits, c'est la trame principale de l'univers, 25 numéros, je crois. 24. Non, bref, peu importe. Non, juste pour reprendre le fil, je parlerai de comment c'est disponible après, mais ça questionne tout ça sur l'âge de Buffy, mais en fait, quand tu le lis, c'est assez décevant finalement parce que c'est un peu basique l'histoire. Enfin, pas basique. Il se passe des trucs, tu veux dire? Tu t'attends à ce qui va se passer? Moi, je m'attendais à un truc un peu plus épique, un peu plus dépressif, un peu plus sombre, un peu plus. Et jouer avec les codes de la série, là pas du tout. Il y avait du potentiel, un gros potentiel non exploité. Ceci dit, une suite sous forme de one shot est prévue. Ouais, mais parce que ça a été vendu, mais c'est pas juste la qualité intrinsèque du truc. Et ce qui est aussi un des plaisirs de la lecture, c'est ok, parce que par exemple Anya qui ne vieillit pas du coup parce que c'est un démon ou une démone, devient la meilleure amie de Buffy parce que en fait tu apprends que Willow, Xander ils sont décédés, Giles. Enfin, on est d'accord, c'est une dystopie de l'univers qu'on connaît. Hein. Non, pas du tout. Justement, c'est là où ça c'est le gros point négatif. Je finirai là-dessus pour aller vite. C'est qu'en fait, c'est la continuité de la série Boom. Donc en fait, si tu n'as pas lu la série Boom Studio, alors, tu vas parce que là, faut oublier en fait quand tu lis ce truc, faut oublier la série. La série Boom est déjà différente de la série Boom, elle se passe aujourd'hui. En fait, je suis à moitié d'accord avec ce que tu dis. C'est pas directement la suite de parce que en fait ce qu'il faut savoir c'est que dans le Buffyverse de chez Boom Studios, le multivers existe et joue un rôle central. Oui, il prend en compte Buffy The Last Vampire Slayer, c'est dans un autre univers parmi des milliers. Et dans la série, on nous parle déjà du multivers enfin du multivers avec l'univers sans crevettes. Voilà, on nous parle de l'existence de multiples univers et Anya The Wish qui dit je crois d'ailleurs il y a un univers sans crevettes, enfin ça. Et dans Angel on en parle. Et voilà, on sait que justement dès la série les univers multiples existent. Je vous lâche un gros spoil et peut-être ça vous motivera chers auditeurs à lire les comics de chez Boom Studios. En fait, la trame principale du Buffyverse chez Boom Studios, c'est
ce fameux univers sans crevette. Et ben, ouais. Bah, tu m'as convaincu, j'ai très envie de lire. C'est là que ça se passe. Bah voilà, j'ai terminé. Bonne série à lire comme ça. Ça se lit vite. Beaucoup, Riley. Et donc, tu étais accompagné de Big Game. Hein, qui les a lus aussi. Je suis un grand fan des comics de Buffy et particulièrement de Boom Studios. C'est maintenant le moment de se quitter, hein, public d'amour, public incroyable. Ce soir, vous avez été, moi je trouve, assez formidable. Vous étiez nombreux à nous suivre en direct. Merci à vous d'avoir été là, nombreux, d'avoir participé, posé des questions, donné votre avis. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Sur un épisode comme ça qui se partage, hein, clairement. Très compliqué. Un énorme merci au chat. Vous étiez incroyable. Oui, le gros bisou. Comme très souvent. Voilà, merci à tous. Bravo. Pensez à nous mettre 5 étoiles sur iTunes et pour rester informé, n'hésitez pas à nous suivre sur les internets, Facebook, Twitter et Instagram. Et rejoignez-nous sur Discord aussi. Rejoignez-nous sur le Discord, on est aussi disponible sur le site, il me semble, le lien. Je ne sais plus. Tout est disponible sur le site pourquoibuffyc'estgénial.wordpress.com. On a une adresse mail pour nous envoyer des trucs. Voilà, n'hésitez pas. On se retrouve le prochain. Fabrice et le chat veulent enchaîner sur la suite. Hein. Oui, non mais je sais. Non mais j'ai lu le chat. La réponse est non. Je vous cache pas que c'est le boss, désolé. Étant en week-end à Limoges, on a beaucoup de choses de prévues. Il y a des cages à visiter, notamment des débits de boissons de la ville à voir parce que ça fait 4 ans qu'on les a pas vus. Ouais. Il faut qu'on aille voir ces débits de boissons. Donc une grosse actu ce soir. Si vous voulez nous retrouver dans les cages du club, comment s'appelle le club de Limoges? On va le Dauphin. Alors, non, les dauphins, c'est le nouveau. Mais les cages, c'est le Times. Le Times, donc on se retrouve dans quelques heures. Retrouvez-nous au Times dans quelques heures, à Limoges. Au Times, parce que voilà, mais n'hésitez pas si vous voulez enchaîner sur Vélez, mais ce sera sans nous, parce que voilà, on doit s'hydrater. On est très déshydraté, faut qu'on s'hydrate. Messieurs, ça a été un plaisir de commenter cet épisode très relou avec vous. C'était relou. Super. Plaisir partagé. L'épisode est relou, l'épisode est dur, pas relou. Dur. Des gros bisous. Des gros bisous à tout le monde. Merci à tous. Gros bisous. À très vite. Tchuss. Ciao. Bis nächstes Mal.